parce que quelques personnes sont riches et on présente ça comme la majorité des Maliens. Non, c'est faux. C'est pour ça au Mali, vous allez voir la recrudescence des phénomènes des ONG, les Croix-Rouges, la femme, les luttes contre la famine, les vaccinations. Vous allez les voir à profil, à multifacettes là-bas. Mais en Côte d'Ivoire, je vais dire, c'est modéré un peu là-bas. C'est modéré un peu. Et puis, on va avancer. Je vais attaquer le sujet. Je défends la Côte d'Ivoire. On va parler de la paupérisation de la Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit, c'est un phénomène mondial. Partout dans le monde, il y a le pauvre. Ça s'agrandit. Il n'y a pas un pays qui va dire que lui, il a fini avec la pauvreté. Même les États-Unis. Moi, je vis en France. Mais moi, je vais dire, dans les 15 dernières années, moi, j'ai vu la France en train de s'appauvrir. Alors que le pays, tout le monde sait qu'il y a de l'argent dans le pays. Il y a de l'argent. La France, c'est la 4e réserve d'or du monde. Ils ont de l'argent dans les banques. Mais c'est la politique capitaliste qui ne permet pas la distribution exacte de l'argent. Parce que l'argent, il est là. Tout le monde doit venir s'y servir. Mais les plus malins vont s'y servir. Les moins intelligents, ils ne pourront pas l'avoir. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, la galère d'Abidjan, on va en parler. Moi, je suis d'accord. J'ai été à la Cannes. J'ai vécu à la Cannes. J'ai vu vraiment Abidjan, c'est cher. Ça, il faut le reconnaître. Celui qui ne reconnaît pas ça, il y a un problème. Il y a la galère, il y a la pauvreté au niveau des jeunes. Maintenant, le phénomène, il faut pouvoir expliquer le phénomène. Il faut mettre le doigt sur le problème. Moi, j'ai dit à Abidjan, non seulement c'est un problème géographique, le fait qu'on est concentré à un point A, et il y a 2 problèmes, il y a le loyer et le transport. Moi-même, le transport à Abidjan, mon gars, c'est pas possible. Moi, je prenais des Yango, Benjerville, Sokosé à 6 000. Benjerville, Sokosé, 6 000. Et là, j'ai recevais des amis, on allait manger. Ça me faisait des journées à 100 €. À Paris, c'est pas possible. Donc, je reconnais qu'Abidjan, c'est cher. Maintenant, il faut trouver la solution. Parce que ce problème-là, c'est un problème général. Il faut pas... Moi, le problème avec vous un peu, c'est quand on essaie de faire croire que c'est un problème de RHDP. C'est ça, ce problème. Ça j'ai du mal à accepter. Parce que, comment lutter contre la pauvreté à Abidjan? Moi, j'ai dit, il y a 2 problèmes, le loyer et le transport. Maintenant, pour le transport, pour moi, il est inconcevable que dans une métropole de 7 millions d'habitants, qu'il n'ait pas de transport de masse. Qu'est-ce que j'appelle transport de masse? Les trains et les métros, c'est obligé. C'est obligé qu'il y ait ça dans une métropole. On ne peut pas vivre sans ça. Imaginons que le métro fonctionnait d'Agnaman jusqu'à Bézéville, que le ticket il a 1000 francs. Mais on peut supporter ça. Maintenant, toi, tu es à Agnaman. Si on te dit, pour aller à Djamé, il faut payer 10 000. La vie, tu ne peux pas, c'est impossible. Donc, c'est ça le problème. Il faut trouver la solution. Il ne faut pas venir attribuer cela à un gouvernement. Parce que ça n'a jamais été fait. On dit le métro, c'est Félix Houphouët-Boigny qui l'avait dessiné. Parce qu'il avait une vision. Il s'est dit, dans 10 ans, mon pays sera confronté. Mais personne ne l'a fait. Maintenant, si on a la chance que ce gouvernement réagisse à ça, nous, les mêmes, on critique. On dit, oui, ce n'est pas important. Une ville de 7 millions d'habitants, où on me dit transport de masse n'est pas important, je me dis, mais comment les gens peuvent réfléchir jusqu'à ce point? Voilà, et puis on a la Y4. Quand le gouvernement réagit par Y4, je suis très heureux. Voilà, c'est la réaction du gouvernement, moi j'apprécie. Parce que vraiment, le problème, il est là, et on voit les réactions. Parce qu'on a connu des autres. Les autres, ils étaient là, on a juste applaudi, et puis maintenant, ils sont partis. Et maintenant, on est en face d'un gouvernement qui est réactif. On est en sécurité et le gouvernement est réactif. Et pour ça, moi, je les applaudis. Et je les demande on ne dit pas tout est beau, mais je les encourage aussi. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire, Jonathan. Ok, bon, je suppose que Antipanaf, tu n'as rien à ajouter là-dessus, hein, puisque vous êtes du même avis. Donc, voilà un militant RHDP. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, si vous vas-y pour ta solution, essaie de faire ça en 2 minutes et puis on va passer la parole à Souleymane Bamba. Ok, 2 minutes rapides. Merci beaucoup, le frère qui vient de parler tout à l'heure, de souligner que les infrastructures sont importantes. Et je suis d'avis avec toi. Et je n'ai pas dit que c'est pas important. J'ai juste essayé de mettre le point sur ce qui est prioritaire. Donc, la richesse nationale.
C'est juste ça. Sinon, on peut trouver beaucoup de choses positives. Et en deuxième, quand tu as dit non, qu'on peut pas attribuer ça à un gouvernement, ben, j'ai envie de dire oui, de façon superficielle, mais en profondeur, c'est un gouvernement qui applique une politique. Et j'ai juste décrié cette politique. C'est une politique qui est ultra libérale. Vous savez, lorsqu'il y a eu le mandat passé du chef de l'État, beaucoup de personnes étaient un peu réservées quant à l'applaudir à cause de tout ce qui s'était passé. L'une des premières organisations qui est venue en Côte d'Ivoire, c'est l'International libéral pour venir le féliciter. C'est pour dire que il fait partie d'une pensée, il fait partie d'une manière de voir la vie, de voir la politique de développement d'un État. Et c'est cette politique-là dont je vous ai montré les limites aujourd'hui en Europe, en France ou comme que ce soit. Une politique qui est soutenue par l'endettement. C'est de ça que j'étais en train de parler. Et comme solution, je veux te dire quoi, par exemple? Tu vois, par exemple, le goudron qui se passe, par exemple, de Yamoussoukro à Bouaké, ce n'est pas forcément à l'État de construire. Toi, tu peux te lever puis construire le goudron parce que tu es un national qui est riche. C'est de ça que je suis en train de parler. Il faut prioriser la richesse des gens qui sont sur le territoire. C'est pas parce qu'on paye les impôts que le tout se... Non, 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 on prend les impôts pour faire quoi? C'est pas pour investir. Si les populations elles-mêmes sont capables d'investir. Mais c'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est ça qu'on appelle un État qui se développe réellement. C'est ça la seule solution aujourd'hui. Comment il s'appelle, l'ancien président Obasanjo était président au Nigeria. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voici des secteurs qui sont des milliards de dollars. Je donne ça aux nationaux. C'est là qu'Aliko Dangote est né, ainsi que tous les 40 milliardaires qu'il y a autour de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu t'endettes, tu ne peux plus donner de marché à des locaux. Et ceux qui donnent de l'argent, ils t'imposent même souvent des entreprises pour venir prendre cet argent-là. C'est dans ça qu'on est. Et c'est cette politique-là qui, à la longue, a déjà fait ses preuves. Et ces preuves-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France que toi-même, tu es en train de décrier. C'est l'appauvrissement de la France-là que tu es en train de décrier. Il est plus difficile de voler 30 millions de personnes, mais plus facile de voler un État. Voici comment Macron est venu prendre la caisse des Français des milliers de millions d'euros pour partir faire, comment on appelle, Covid. Parce qu'il est président, il prend tout l'argent que les Français ont gardé dans la banque et puis il signe un décret, il sort tout l'argent. Est-ce que vous comprenez c'est quoi la politique concrètement? Donc, ce n'est pas un parti, mais c'est une vision, c'est une politique qu'on adopte qui peut tuer un État. Quand on dit qu'on donne la chance à tous les citoyens d'un pays, là, ce n'est pas de leur donner de l'argent, ni construire des maisons pour eux. C'est de leur donner les rudiments, donc la santé et l'éducation pour être compétitif. Ça veut dire que quand quelqu'un quitte à l'extérieur, il vient là, sur un marché, l'Ivoirien aussi est prêt parce que l'Ivoirien est formé. C'est de ça que je voulais parler. Et la seule solution, ce n'est pas comme tu as dit un parti politique en tant que tel, mais c'est une vision politique qu'il faut adopter. La vision politique qu'on doit avoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme solution, là, ce n'est pas à l'État de tout faire. C'est de rendre les Ivoiriens suffisamment riches pour eux-mêmes faire le goudron dans leur village. C'est de rendre l'Ivoirien propriétaire de toute la chaîne de valeur, par exemple, des matériaux de mobilier en Côte d'Ivoire. C'est de permettre à l'Ivoirien d'avoir toute la chaîne de valeur de la distribution de la nourriture en Côte d'Ivoire. C'est d'avoir la possibilité de donner tout ça à un Ivoirien, d'avoir la distribution de riz en Côte d'Ivoire. C'est ça qui va faire qu'on sera riche. Maintenant qu'on est endetté et qu'on est obligé d'importer des choses et que c'est encore des entreprises extérieures qui importent ces choses, c'est là qu'il y a le problème. Donc, quel est le bilan au niveau de l'éducation? Le bilan au niveau de la santé? C'est tout ce dont on a besoin. Est-ce que je suis formé? Est-ce que j'ai la santé? Mais moi, souvent, j'ai des urgences, même pour mes dents, que je rentre dans une clinique parce que je ne peux pas faire le rang, parce que j'ai une rage de dents, et que juste même me recevoir et faire les premiers traitements, je dois payer 110 000. Mais j'ai pitié pour les gens qui n'ont pas l'argent parce qu'ils vont s'asseoir sur le banc. Quand mon dernier bébé vient au monde et que j'ai des urgences, que je dois faire une opération, 2 opérations de manchette, je dois payer, et puis je finis par sortir de l'hôpital pour de 3 millions. Mais si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, il va mourir. Parce que la santé n'est pas disponible. C'est de ça qu'on est en train de parler. Les infrastructures, oui. Mais dans quel contexte? Comment on le fait? Qui fait? Moi, je dis, on peut prendre 5 ans, 10 ans pour préparer les choses. Et puis, troisième fois, quand on lance la chose là, mais après 15 ans, revenir encore avec des Ivoiriens qui sont encore pris à la gorge. Je trouve que c'est ça qui est difficile. Et ce n'est pas un homme, c'est une vision politique. Moi, le truc, le chef d'État actuel, là, droit dans ses bottes, il fait partie du monde libéral. Il y a plein de personnes de Dieu qui le suivent, là, qui sont beaucoup plus socialistes que lui-même. Ils savent pas. Peu Ahmed Bakayoko, c'est des gens qui étaient très socialistes dans l'âme. Pour ceux qui ont connu ces gars, c'est des gars, ils sont socialistes, populistes, ils aimaient le peuple, ils aimaient le truc. Mais la vision mathématique 1 plus 1 égale à 2, là. Si on se met dedans, il y a plein de gens ici qui vont fuir Abidjan. Moi, j'ai dit la Côte d'Ivoire va finir comme le Brésil. Les pauvres vont se retrouver dans ce qu'on appelle les favelas. On va les encadrer avec du grillage. On va les laisser là-bas. Et puis les riches seront dans les immeubles. J'ai dit ça aujourd'hui. Si vous ne croyez pas, laissons encore 5 ans. C'est cette même politique-là. On devient le Brésil. Actuellement. Ou quand tu arrives, tu trouves des Libanais, tu trouves des Argentins, tu trouves des... C'est-à-dire que toute la capitale est prise par d'autres personnes. Et les Brésiliens, eux-mêmes, les autochtones, là, les Amérindiens que vous connaissez, ils sont dans les favelas. Il ne leur reste que le football pour s'en sortir. Merci beaucoup, frère.
On dit Pana, t'as rien ajouté, on va passer à Suleiman. On dit Pana fait pas des enjeux même. Suleiman, vas-y. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Euh, j'ai un problème. En fait, on part dans tous les sens. On aborde des sujets, excusez-moi, des sujets que j'ai vu aborder, dont on n'a pas forcément la maîtrise. On ne sait pas d'où ça vient, mais juste que parce qu'on a entendu dire, donc on dit que c'est ça. Donc, pour moi, il faut éviter. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est libéral. Mais ça n'empêche pas que vous avez des libéraux sociaux, des gens qui sont libéraux et sociaux. Ça n'empêche pas que vous avez des libéraux qui sont populistes. Le populisme, c'est pas ce qu'on pense que c'est que le populisme. Hein, non. Le populisme, c'est autre chose. Vous avez des gens qui sont libéraux et qui sont populistes. Donc, pour moi, le populisme et puis ça n'ont rien à voir. Pour moi, l'Afrique, de base, l'Afrique, c'est un continent libéral. On est libéraux social de base. On n'a pas, faut même pas rentrer dans d'autres choses. L'Afrique, c'est comme ça. Par exemple, avant en Afrique, quand on avait nos villages, là, vous pouvez venir dans un village, demander la permission au chef du village et puis venir vendre vos produits. Donc, on avait des personnes qui se promenaient de village en village pour vendre leurs produits. Ça, c'est du libéralisme. C'est-à-dire que tout le monde peut venir faire quelque chose, mais à compter que tu paies certaines taxes. Mais ça ne signifie pas que l'État régule ou pas. Pour moi, c'est important. Et puis, il a dit quelque chose qui était très important et qui ça m'a plu parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui est franc sur ces questions-là. Il a dit, nous qui sommes nés dans le goudron, on ne peut pas avoir la même réaction que d'autres. Justement, en fait, c'est ça la problématique. Parce que je suis d'accord avec lui que lui, il a sa vision de ceux qui sont nés dans le goudron. Mais n'oublie pas encore que jusqu'à aujourd'hui, on a des personnes qui naissent sans goudron. Comme tu l'as dit, quand tu vas au village, il y a sans goudron. Donc, quand tu vas au village, toi, tu as une pression mentale, physique, tout ce qu'on veut en ville. Toi, tu aspires à aller dans un endroit plus grand pour pouvoir, comment on appelle ça, avoir un peu d'espace pour toi-même. Mais c'est de la même façon-là que tu as des personnes qui sont au village, qui aspirent à venir en ville pour avoir ce que toi, tu as. Pour moi en fait, c'est pour ça que c'est difficile. Moi, j'aime pas les gens qui parlent du peuple. Non, moi, j'aime pas ça. Parce que chaque peuple, chaque groupe de personnes ont leur réalité. Vous allez prendre par exemple les gens d'Abobo, ils ont leur réalité par rapport aux gens de Cocody, ils ont leur réalité par rapport aux gens de Benjerville. Mais vous avez des problématiques communes. Par exemple, à Abidjan, la problématique commune, par exemple, c'est le transport. Transport de masse, comme le frère le disait tout à l'heure. Le transport de masse, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Parce que notre capitale a évolué, on a reçu beaucoup de personnes, mais on n'a pas travaillé sur tout ce qui était transport de masse, route, tout ça, on n'a pas travaillé dessus pendant longtemps. Et ça, aujourd'hui, ça nous rattrape. Quand on dit, par exemple, que moi j'étais à Bobo, j'ai fait pratiquement tout à Bobo. Mais quand on dit, par exemple, à Bobo, les gens, ils se lèvent le matin, c'est 400, le soir, c'est 300, comme ça. Mais c'est parce qu'ils regardent qu'il y a de l'embouteillage ou pas. Mais s'il n'y a pas de l'embouteillage, déjà, ils ont une contrainte. Mais si nous-mêmes, on ne leur donne pas les éléments à voir pour ne pas avoir cette contrainte, on va venir dire quoi? Pourquoi tu fais ton transport à 400? Il va te dire qu'il y a un embouteillage. Tu vas lui dire quoi? Tu peux lui dire quoi? Tu peux rien lui dire sur ce volet-là. Voilà. Donc, moi, le libéralisme, ce n'est pas tant le problème. Je suis d'accord, un des aspects du problème, c'est la redistribution. Mais c'est partout dans le monde. Partout. Que tu prennes les gouvernements communistes, que tu prennes les gouvernements, ce que tu veux. Ce que tu veux. C'est le partage de ce qu'on gagne. Même dans la proposition que tu faisais, oui, on va voir nos champions nationaux. Mais les champions nationaux vont s'enrichir là. Qui t'a dit que forcément les champions nationaux vont venir investir dans le goudron dans les villes et les villages? On a nos villages qui sont là-bas, on a eu des gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui pouvaient faire certains travaux dans les villages, mais qui n'ont pas fait. Tu ne peux pas te baser sur la foi de l'humain pour pouvoir faire quelque chose, non. Ce sur quoi on a un moyen de coercition, c'est l'État, c'est la gestion de l'État. Et sur ça, nous, on a un moyen de coercition. Sinon, la volonté propre, on n'a pas de moyen de coercition dessus. Donc, pour moi, ça semble idyllique de penser que quelqu'un va venir, parce qu'il a eu des marchés, il a pu prospérer, c'est un natif ivoirien, il va venir investir pour dire qu'il va faire goudron. Ah non, peut-être qu'il va faire goudron pour aller chez lui à la maison, hein. Mais ce n'est pas forcé qu'il va venir faire goudron pour dire qu'il va faire, par exemple, je viens d'une localité qui a fait goudron partout là-bas. Non, peut-être que sauf s'il souhaite avoir un mandat électif, je ne dis pas le contraire. S'il souhaite avoir un mandat électif, tu vas voir qu'il aura la propension de faire ça. Mais penser que simplement il va se lever pour venir faire ça, pour moi, c'est utopique. Parce qu'on a ces cas-là seulement, là, on en a vu. Je ne vais pas citer, mais on en a vu. Donc, pour moi, c'est vraiment mettre l'axe, surtout les partis de droite. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les partis de droite. Parce que moi, je suis quelqu'un de droite. Donc, moi, et c'était une des choses qui me plaisait quand le président m'est arrivé, c'est ça. L'investissement dans tout ce qui est infrastructure. Parce qu'en fait, plus vous approchez des infrastructures des populations,
plus vous améliorez le mieux-être de ces populations-là. Comme par exemple, on ouvre un CAFOP à Niamey, on ouvre un CAFOP à Bondiali. Demain, ou bien de la zone auront besoin obligatoirement de venir à Abidjan. Parce que c'était un aussi des axes qui faisait qu'il y avait une congestion à Abidjan. Tout était venu, tout vient sur Abidjan. Et ça nous arrange pas forcément. Voilà. Mais rien qu'on dise. Mais c'est l'argent qu'on crée, qu'on distribue. Si tu ne crées pas d'argent, tu ne vas pas tirer de l'argent en l'air pour distribuer. Raison pour laquelle, moi je le dis, c'est la raison pour laquelle moi je suis libéral. Parce que pour moi, selon moi, il faut créer l'argent avant de pouvoir aider les gens. Mais tu peux pas, toi-même tu peux pas créer l'argent, comment tu vas aider les gens que tu veux aider? Donc c'était ma participation à ça. D'accord. Je pense que si tu veux répondre à ça. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux frères qui viennent d'intervenir. Franchement, j'aime bien le niveau aussi. C'est très intéressant d'aborder les choses comme telles. Tu sais, moi, ce que moi, je veux dire à ce niveau, ce n'est pas forcément les nuances qu'il peut y avoir entre le libéralisme et ainsi de suite. Après, je sais que comme tu l'as dit à la fin, tu es libéral, donc tu as un sens beaucoup plus, tu as une connaissance profonde des nuances qu'on peut avoir de toutes les couleurs. Moi, j'ai parlé de vision de monde. Il y a tout simplement parlé de vision de monde. Tout à l'heure, tu as eu à dire un truc, celui qui est au village, qui n'est pas né pesé dans le goudron, quelles sont ses aspirations, ou bien, tu vois, dans ton intervention, c'était comme si tu disais clairement que la personne aspirait à autre chose, c'est-à-dire avoir du goudron. Non, pas forcément. On a vu des peuples aujourd'hui qui se sont élevés pour faire barrage à des développements dans tous les pays du monde. Quand tu parles aujourd'hui d'une métropole dans laquelle nous sommes, dans laquelle on est obligé de faire, par exemple, d'ouvrir des voies, de faire quoi que ce soit, mais c'est le système politique qu'on a adopté, c'est ce qui nous met dans cette surcharge urbaine. Donc, il faut aller en profondeur. Il faut pas rester superficiel. Moi, j'ai parlé de vision politique. Avant la Côte d'Ivoire, tout le monde n'était pas Abidjan. On était tous répartis sur l'ensemble du territoire. C'est dans notre modèle de développement qu'on a créé des agglomérations aujourd'hui qui deviennent des mégalopoles où on a besoin maintenant de faire des infrastructures ou quoi que ce soit, de consommer de l'énergie. La vision du monde, là, c'est aussi de tenir compte des ressources dont on dispose. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent rester dans le nord, mais qui peuvent rester dans les endroits et se sentir mieux, sans même avoir vu le monde urbain. C'est pas parce que je suis né dans ça, non. Ça n'a rien à voir. J'étais né à l'intérieur aussi, et puis j'ai vu la ville, et puis j'ai vu aussi le village. C'est là-bas qui m'intéresse. Faut pas penser que c'est comme quand le blanc vient et puis nous dit il faut adopter la démocratie, c'est ce qui est bon pour toi. Et toi, si tu as dit donc comme je n'ai pas encore eu la démocratie, je vais faire la démocratie, ton système même que tu as dedans là, il peut être bon pour toi. Faut pas te laisser corrompre, comme on appelle l'esprit, parce que tu vois ailleurs en fait. C'est ce qui est beaucoup plus profond dans l'intervention que je veux faire. C'est d'aller à la source même des choses. Regarde un peu, je n'arrête pas de le dire, le système aujourd'hui qui est mis en place, qui est mis en place dans l'Europe occidentale. La conclusion, nous tous, on la voit aujourd'hui. On voit ce que ça donne comme résultat. On voit ce que ça donne comme résultat. C'est vrai qu'avant, on permettait que tout le monde puisse faire du commerce et tout. On était d'aspiration plus ou moins libérale. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'est la nuance de ce libéralisme-là. C'est toi celui qui peut savoir puisque tu es beaucoup plus plongé là-dedans. Mais ça n'empêche pas de donner des secteurs clés aux gens. À un moment donné, il faut avoir un peu de protectionnisme aussi. Donc, quel que soit le penchant politique de là où on vient ou quoi que ce soit, libéral ou socialiste ou quoi que ce soit, qui t'a dit qu'un socialiste ne peut pas créer de la richesse? On peut créer de la richesse. Il faut juste savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Il faut avoir une vision qui parle avec ce que toi-même tu recherches. Le bien-être de ta personne, sinon à l'échelle nationale, le bien-être de ta population. Et moi, je dis la base, et puis les investissements premiers doivent être sur l'éducation et sur la santé. Parce qu'un homme qui est en bonne santé, un homme qui est éduqué, il lui faut même pas 1000 ans. On n'a pas besoin de faire même du bitume pour lui pour commencer à créer de la richesse. Créer de la richesse, là, on en crée partout, même dans les endroits les plus reculés du monde, et tu ne me le diras pas le contraire. On a vu des gens aujourd'hui devenir très riches dans les villes comme Mampono, qu'on sort des multimilliardaires qui veulent construire à Abidjan. Ils ont pu créer de la richesse là-bas, avec une seule voie qui passe au milieu de la ville. Donc, laisser cette histoire de goudron, c'est ce qui apporte le développement. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'homme qui crée de la richesse. C'est l'homme. Et puis maintenant, quand tu parlais du fait que les gens viennent, comme on appelle, je termine là-dessus, on va pas venir obliger quelqu'un à investir. Non, c'est pour ça qu'on dit que quand on te met président, il faut faire des réformes. Une réforme peut obliger les citoyens, par exemple, à investir dans les localités. On n'a pas dit qu'on va venir te mettre le truc sur la tête. Tu vas pas gagner tes 50 000 milliards dans ta poche. Et puis, ça vient naturellement aussi. Ça vient naturellement. Il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Ça, on est d'accord. Mais quand la richesse, elle est nationale, comme au Japon, où on doit, où l'État doit, ou si tu veux, les gens doivent aux nationaux, là. C'est dans ce monde-là qu'on parle. Il est mieux de devoir des nationaux parce qu'il y a des crises, là.
c'est sur ce tissu, ce mini-tissu professionnel, là, ou bien on va dire du secteur privé, là, sur lequel tu peux te placer pour ne pas faire chuter la nation. Parce qu'il y a des pays qui ont fini par être endettés, où on a vendu le pays, exemple la Grèce. C'est de ça que je parle, c'est plus profond. Ce n'est pas les nuances de libéralisme. C'est qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce que nous on veut. Et personne ne me dira le contraire sur les priorités que moi je mets en avant. Nul ne me dira le contraire. Qui vous a dit que mon père Ben qui est assis aujourd'hui quelque part là-bas, il a envie tu lui parles d'Abidjan, mais il veut te jeter, il veut fuir. C'est pas parce que les gens n'ont pas accès à quelque chose qu'ils envisagent, c'est là. Non, pas du tout. C'est chacun qui décide ce qui est bon pour lui. Il y aura des endroits où les gens vont te dire qu'ici, non, on veut vivre bio. Est-ce que le là-bas très cher? Qui vous a dit que la bourse, là, ça n'a pas une richesse? Vous pensez que c'est les ponts partout c'est ce miroitage-là aujourd'hui qui nous fatigue, nous, en Afrique. Parce qu'on n'a pas d'identité. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce dont on a besoin. On privilégie, c'est le système qu'ils ont créé qui fait qu'Abidjan est rempli. C'est de ça qu'il faut parler. C'est de ça qu'il faut parler. Donc, merci, Jonathan. Désolé, hein. C'est un problème de réseau là, donc j'étais en train de souscrire pour voir si ça, c'est pas ça qui fait. Donc, merci ici, quoi. Si tout le monde, je voulais reprendre, vas-y, 2 minutes, et puis on va passer à Séville. Séville, désolé pour le truc, hein. D'accord, merci. Après Suleiman, voilà. Voilà, merci. En fait, En 2 minutes. comme je disais, je crois qu'on s'égare dans beaucoup de choses. Déjà, en fait, comme tu le disais là, il faut analyser chaque vie, chaque secteur de vie. Quand tu parles, j'ai vu que tu parles d'insistance, par exemple, de la France. La France, c'est des politiques les politiques de 45, mai 45, mai 48, qui ont provoqué ce qu'on est, qui sont dedans aujourd'hui. Donc, c'est pas la même chose. Et puis, c'est des politiques sociales, parce que en fait, ils ont fait une analyse d'une pesée sociale qui a pris le pas jusqu'à aujourd'hui. Quand tu parlais de 2020, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des choses qui sont vraiment compliquées. Il a financé les artisans ici, il a donné de l'argent aux artisans pour ne pas qu'ils ferment, pour qu'ils tous puissent garder des gens en emploi. Donc, c'est certaines réalités. C'est pour ça que je dis que c'est différent. Quand on prend par exemple le Japon, par exemple, on parle de leur économie, mais on ne dit pas aussi que le Japon, ils ont un taux d'épargne très élevé, c'est-à-dire les habitants de ce pays-là, quand ils travaillent là, ils mettent de l'argent d'épargne. Ils mettent de l'argent dans l'épargne. Nous, on est encore dans des pays où on a tout ce qui est commerce là, c'est pratiquement comment on appelle ça déjà, le terme, j'oublie déjà le terme. Excusez. Dans l'informel, voilà. On est encore dans l'informel, dans pratiquement tout ça. Tout ce qui est commerce, on est dans l'informel. Quand tu prends les cas où il y a quelqu'un qui est devenu riche, oui, mais quand tu regardes dans la ville, là, c'est lui qui est devenu riche, ou bien deux personnes qui sont devenues riches. Ça ne peut pas faire quelque chose. Il faut donner l'opportunité à tout le monde de devenir riche. Je suis d'accord avec toi au niveau des infrastructures. Pour moi, c'est la priorité. Quand je parle de route, bon oui, tu vas me dire que non, je fais le focus de route. Mais en fait, quand tu construis un centre de santé, là, comme tu n'as pas les moyens de mettre un centre de santé dans chaque village, là, tu vas mettre un centre de santé dans une zone où tu peux avoir 5-10 villages. Mais il faut la route pour que les gens puissent se déplacer facilement pour arriver à ces centres de santé. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de route pour des routes. Non, ma vision, ce n'est pas des routes pour des routes, mais des routes pour le bien-être des gens, pour qu'ils puissent se déplacer. Pour que quelque part où ils se déplaçaient pour faire 5 heures, là, ça devienne 2 heures seulement. Pour que ça permette à la population de mieux se sentir. C'est ça, c'est ce que je parle. Il faut des infrastructures qui permettent aux gens de bien vivre. C'est de ça que je parle. Rapprocher les écoles, tout. C'est de ça que moi je parle. Je ne parle pas de simplement infrastructure pour infrastructure. Non. Pour moi, personnellement, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Pour moi, c'est investir dans ce qui va compter pour les populations. Et ce qui va compter pour les populations, c'est les infrastructures qui vont compter pour ces populations-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, frère. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que pour toi, quand on construit une route, c'est que je veux dire, plus ou moins, c'est ça les priorités pour toi. D'accord, il n'y a pas de problème. Séville, vas-y. Après, je vais me prononcer. Tu as la parole. Est-ce que Séville est là ou bien c'est moi, on n'entend pas? Aujourd'hui, la Orange, je connais. Je n'avais pas activé mon micro, pardon. Sinon, je parlais sans toutefois activer mon micro. Pardon, Jonathan. Bonjour encore à nouveau, camarades. Bon, je commence d'abord par le frère Suleiman qui parlait de cette histoire d'infrastructure, goudron, accéder à un centre de santé rural. Il faudrait qu'il y ait des routes. Oui, c'est bon. C'est vraiment bien dit, mais quand on parle de richesse, comme le frère
Kwasi l'a dit, la richesse n'est même pas répartie en Côte d'Ivoire. La richesse même n'est pas répartie. Parce que quand on parle de la répartition de la richesse dans un État, il faudrait d'abord, c'est des secteurs d'activité. Si on dit peut-être que, comment on appelle là, tel groupuscule est spécialisé en telle chose, dans le commerce, dans, comment on appelle là, dans le BTP et consort, il y a tous ces facteurs. Mais en Côte d'Ivoire ici, on a un sérieux problème. On ne fait pas d'appel d'offres. C'est ce qui est le problème. Et tous les chantiers qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, surtout à Abidjan, que nous on voit là, il n'y a pas un seul, c'est-à-dire il n'y a pas une seule société ivoirienne qui peut taper sa poitrine que c'est nous qui sommes en train de faire ça. Ça n'existait pas. C'est de ça mon frère Kwasi est en train de parler. Sinon, il ne parle pas parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas qu'il y ait le développement par rapport aux infrastructures routières et consorts. Non, il ne parle pas de ça. Il parle de ce que l'Ivoirien même doit être d'abord en première ligne de tout ce qui est comme projet de l'État. Ça, c'est un premier point. Moi, je me lève tout à l'heure, j'ai mes 2000 milliards. Vous avez vu même comment on appelle là. Il y a un monsieur qui s'est plaint tout récemment, qui dit qu'il a bataillé. Aujourd'hui, ceux même qui ont gardé l'argent l'ont fait fuir du pays sous prétexte que cet argent était venu dans l'optique de, comment on appelle là, que dit déjà, de financer du terrorisme. Il y a un problème. Il y a un problème. Le président Ouattara peut pouvoir bien travailler, mais il y a l'entourage. Il y a l'entourage. Pourquoi aujourd'hui là, d'aucuns se lèvent aujourd'hui qui dénigrent Gbagbo sur tous les plans? Il y a tous ces problèmes. C'est l'entourage en fait. Si l'entourage avait la même vision que le chef d'État, il n'aurait pas de problème. Quand le monsieur d'alors, quand il avait, le président d'alors avait créé PPTE, où il avait fait, il avait fait demande d'offre. Il avait fait la demande d'offre. Souscrit. Ouais, il avait fait, voilà, la souscription de, voilà, merci bien mon frère. Du coup, tout le monde était venu. Pratiquement tout le monde était venu, mais on était dans un gouffre de chercher la paix. Donc, en son temps-là, ce monsieur ne pouvait pas vraiment se focaliser sur ce qu'on appelle travailler convenablement pour ce qu'on appelle l'ivoirien. Si pendant ces 10 ans qu'il a fait au pouvoir, s'il y avait cette paix-là de 2011 à aujourd'hui, peut-être que le président Ouattara, il venait, mais c'était pour juste un petit rajout. C'était juste un rajout. Les infrastructures, oui, mais il faut voir. Moi-même, je suis à Yopougon. Simplement à Yopougon. Je suis dans 2 chambres salons. 170 000. Regarde, 170 000. Mes enfants fréquentent au Rodin. Affectés de l'État simplement 6e. On ne met pas de 95 000. Mon salaire est de combien? Donc ça veut dire que si tu n'as pas d'activité annexe, tu ne peux pas, comme on appelle là, tu ne peux pas t'en sortir. Le coût de la vie est élevé. Et ça, il faut le dire. Tu ne peux même pas donner 5 000 francs à ta femme aujourd'hui pour dire non, tu vas faire une soirée d'une journée, ça ne peut pas. D'après nos parents, là, on mange du brocoli. Et donc, quand on en parle, il faudrait que nos frères là aussi comprennent aussi que l'Ivoirien vit mal aujourd'hui. Certes, on parle d'infrastructure, oui. Ou on parle de voiries, les dégagements, des raccordements de voiries. Oui, il n'y a pas de problème. Mais quelle est la politique qui est mise en place pour pouvoir permettre à l'Ivoirien même de souffler un peu? Quand le président Ouattara venait au pouvoir, il a dit que je vais décentraliser tout ce qui est comme structure ministérielle. Si par exemple à Bouaké, on mettait 5 postes ministériels là-bas, où chacun doit se référer. Yamoussoukro également, dans les 3 ou bien 5 districts de Côte d'Ivoire. Si tout était décentralisé, aujourd'hui la Côte d'Ivoire elle est plus développée que tout. Mais tout est centré seulement qu'à Abidjan. Tout est centré à Abidjan. Tu ne peux pas. Abidjan n'est pas la seule ville de Côte d'Ivoire. Il me dit Touba. Moi j'étais en mission à Touba tout récemment. Quitter mal aller à Touba, c'est comment on appelle là? La voie est impraticable. Il ne peut pas me dire le contraire.
Mais aussi, d'ailleurs, on dit, bon, le ministère du Transport est basé à Mans, ou bien soit à Odiné. Ou bien le ministère des Infrastructures est basé à Mans, ou bien soit à Odiné. Tu vas voir toute la zone là, que ça soit, comme on appelle là, de tout bas, chose, jusqu'à dans le Worodougou. Tu vas voir tous ces secteurs là seront, comme on appelle, développés. Ça veut dire chaque région pour un ministère, tu allais voir que beaucoup de choses allaient faire truc. C'est pourquoi on avait créé le conseil municipal. Comment? J'ai une motion juste dans son sens, quoi, en fait. Vas-y. Moi, la question que je me pose, avant que le ministère arrive, peut-être à Boaké, c'est les infrastructures qui arrivent en premier ou c'est le ministère qui arrive avant l'infrastructure? C'est le ministère qui vient en premier. Si tu veux que je te réponde. Bon, parce que moi, j'ai montré les limites. Si on envoie l'ambassade des Tu as posé une États-Unis... question, il a fini de répondre. Laisse-le développer. Tu vas pas poser la question puis développer quand même. Laisse-le finir. Après, lui, c'est toi, pardon. Merci, mon frère Jonathan. Tu vois, c'est un peu difficile avec eux pour pouvoir débattre. Lui, il dit, il vit en Europe. Lui, c'est moi qui vis les réalités ici. Toi, tu viens combien de fois en Côte d'Ivoire pour que toi, tu vois les réalités en face? Quand on dit vouloir développer un endroit, ce n'est pas les infrastructures qui sont mises en place avant, comme on appelle, avant le ministère. Non, je suis désolé. C'est le ministère qui vient créer les infrastructures en place. Bon, par exemple, on dit non, le chef de l'État arrive, faire une visite d'État dans telle localité. C'est maintenant que la population va s'élever pour embellir le secteur. Mais quand il vient, il dit, mais attends, tout ici est joli. Or, au contraire, quand on vient, l'État dans lequel il doit trouver, comment on appelle la localité, il dit, ah d'accord, ici, donc, ils sont encore dans la précarité. Automatiquement, il s'en rend compte que ici encore, il n'y a pas encore de bon vivre. Donc, automatiquement, il peut dépêcher des infrastructures pour y mettre en place. C'est de ça qu'on te parle, mon frère. Sinon, ce n'est pas l'infrastructure qui doit être mise en place avant, comme on appelle, ministériel ou bien avant le ministère. Mais attends, moi, j'apporte un additif. Je suppose... Comment? Attends, je vais dire quelque chose. Si on... Vas-y, c'est ton droit. Comme Félix Houphouët-Boigny l'avait préconisé, il a voulu... il a fait de Yamoussoukro la capitale politique. Pourquoi ça n'a pas été suivi? Si on dit aux ambassadeurs, vous tous allez-y faire les ambassades à Yamoussoukro, les enfants de ces ambassadeurs-là, ils vont fréquenter dans quelle école? Ils vont aller faire les courses dans quel supermarché? C'est ça le problème. Parce que les écoles où les enfants des ambassadeurs fréquentent, les Blaise Pascal, les lycées internationaux, là, tant qu'il n'y a pas, c'est très difficile de faire déplacer les gens. Parce que l'ambassadeur ne va pas accepter d'être à Yamoussoukro. Donc, si je veux bien comprendre, mon frère, si je veux bien comprendre, Raphaël. Allô? Ah, je t'écoute, je t'écoute. Voilà. Donc, si moi je veux bien comprendre, pour développer une localité, il faudrait d'abord que les infrastructures soient mises en place. Donc, c'est que le poste ministériel qu'on envoie là-bas, qu'on détache là-bas, là, son rôle consiste à quoi maintenant? Si tout est déjà mis en place. Comme tu veux qu'on aille sur ce plan. Tu ne peux pas faire déplacer les gens quelque part s'il n'y a rien. Ce n'est pas possible. Moi, c'est comme ça que je conçois la chose. C'est comme ça. Voilà, je te laisse développer. Voilà. Si tu m'avais laissé, tu saurais au moins de quel... si tu m'avais laissé shooter, tu saurais au moins de quoi je parlais. Tu comprends? Sinon, lorsqu'on parle, on parle d'un développement dans un pays, il faudrait d'abord... C'est bon, pour finir, c'est que je ne vais plus parler parce que lorsque tu parlais tout à l'heure... Laisse-le, il va finir et puis je vais te passer la parole. Nous, c'est le dernier intervenant, après on revient sur toi. Donc laisse-le développer, s'il te plaît. Merci. Aujourd'hui, là, quand toi tu te lèves, tu arrives par exemple à Boaké. Boaké qui est la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. Et il n'y a même pas un ministère qui est représenté. Quand il n'y a pas d'un ministère qui est représenté, parce que là-bas c'est les substituts en fait. C'est le ministère de la fonction publique seul, on peut dire non, c'est un substitut de ministère. Mais or, s'il y a un détachement clé pour dire non, toi en tant que ministre d'État ou bien ministre nommé en tel domaine, tu es basé sur Boaké. Pour tel travail, tu vas voir que tout va aller pour le mieux. C'est pareil pour tout. Aujourd'hui là, quand tu peux pas de la France par exemple, il n'y a pas de problème. Mais la France là, tu vas pas me dire que tous les ministères là sont basés à Paris. Non, je suis désolé.
Tous les ministères ne sont pas basés à Paris. Parce qu'ils ont fait une politique de décentralisation qui va permettre à toute localité de se développer. Mais tout le monde est engouffré à Abidjan. On développe les secteurs comment? C'est le jour où le ministre doit arriver faire une visite d'État ou bien une visite ministérielle que non, qu'on va arranger maintenant le secteur. Bon, on arrange le secteur là. Qu'est-ce qu'il a vu qui est, comment on appelle, qui est dépourvu ou bien qui est vilain, qu'il doit améliorer? Rien. C'est de ça que je parle, mon frère. Sinon, moi, je ne les critique pas parce qu'il faut critiquer. Tu trouves normal que quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs, il va vivre dans un studio de 75 000. Les 25 000 francs, il fait quoi de ça? L'État avait, comment on appelle, je crois bien si c'était en 2018 ou bien 2019, où ils ont dit, comment on appelle là, le coût des logements allait être régulé. Tout le monde avait applaudi cela, mais c'est allé où? C'est allé où? La maison dont ils sont en train de parler, même que je suis allé occuper. Pour que moi je puisse accéder à cette maison, j'ai payé près de 1 450 000. Parce que rien, quand toi tu veux le laisser net automatiquement, il y a quelqu'un d'autre qui prend. Quand toi tu n'en as pas, il y a celui qui est à côté qui en a. Mais aussi c'était régulier. On n'allait pas s'emmerder comme ça. C'est de ça on veut te parler, mon frère. Toi tu ne vis pas ici. Nous on vit la réalité. Je pense que je vais m'arrêter à là. Parce que si je vais trop continuer, il ne faudrait pas que je m'emporte un peu. Donc merci Jonathan. D'accord, merci beaucoup. Raphaël, vas-y. Bon, en fait, c'est dans son sens pour essayer de... Pour moi, c'est quoi? Pourquoi Félix Houphouët-Boigny il a échoué dans sa politique de décentralisation? Parce que pour moi, tu ne peux pas faire déplacer les diplomates et consorts alors que tu n'as pas les infrastructures de base au niveau même des hôpitaux et au niveau des lycées d'excellence. Certes, il y avait peut-être les lycées d'excellence, mais il n'y avait pas les Blaise Pascal, les lycées américains. Il n'y a pas dans l'intérieur du pays. Donc, les diplomates ne peuvent pas te suivre. Parce qu'un diplomate, ça va être difficile que lui soit à Yamoussoukro et que sa famille vit à Abidjan. C'est comme tu pousses les gens à aller vivre dans un désert. Ils ne vont pas rester, ils vont aller, ils vont occuper 2 semaines, ils vont revenir ici à Abidjan. Et qu'est-ce qui a créé le surpeuplement d'Abidjan? Moi, je dis, il y a un problème à Abidjan que peut-être les gens ils négligent. C'était au niveau de l'université. Quel que soit le jeune, tu as eu ton bac, tu es au pôle Nord, sur le territoire ivoirien, tu es obligé de venir à Abidjan parce qu'il n'y avait qu'une seule université. Et ça a été une politique du PDCI vraiment qui a asphyxié Abidjan parce que Félix Houphouët-Boigny, qu'on le dise ou pas, pour moi, je le dis, l'argent qu'il a pris pour mettre dans la basilique, vraiment, ça pouvait servir à créer vraiment des universités, des pôles universitaires qui allaient désengorger l'université d'Abidjan parce qu'on savait vraiment que l'université d'Abidjan n'allait pas tenir. Et tout était là, mais le vieux s'entêté a fait sa basilique. Pour moi, c'est le plus gros... pour moi, c'est la tache noire de son pouvoir, quoi. La basilique, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et dans ce contexte économique aigu, il s'est endetté à ce projet. Vraiment, qui m'explique pour que je puisse comprendre. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Merci, John, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Raphaël. Mais ce qui fait que j'ai du mal on va dire, à réagir sur vos propos, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment... je veux dire... qui ne sont pas sérieuses, quoi. C'est-à-dire, on va te dire que les moins de 1 milliard d'euros que Oufou a mis dans la basilique, là, c'est ce qui a fait que Oufou a raté sa politique de décentralisation. Hein? Et qu'il n'a pas réussi parce que les ambassadeurs n'ont pas voulu le suivre. Ainsi que les ministres. Non, mais je veux dire, après je réfléchis, c'est pas qu'est-ce que je vais répondre à ça. Est-ce qu'autant d'Oufoué, Abidjan, comptait le même nombre d'habitants qu'aujourd'hui? Est-ce qu'autant d'Oufoué là, l'université de Cocody et les autres soit collèges et tout ce qu'il avait mis, lycée scientifique et tout, est-ce que ça ne suffisait pas pour ne pas que les étudiants dorment dehors? Parce que nous tous, on nous a raconté un peu la Côte d'Ivoire d'Oufoué. Nos parents étaient logés 2 par chambre au pire des cas. C'était 1 par chambre. Donc comment il a raté sa politique de décentralisation alors qu'Abidjan n'était pas saturé au fait?
Quand les gens partaient à l'école, ils sortaient, ils avaient du travail. Avec BPC, avec bac. Aujourd'hui, même avec doctorat, les gens chôment. On a des médecins. SEP même. Faut dire SEP même. Faut dire CEP. Merci, CEP. On a des médecins aujourd'hui qui chôment. C'est-à-dire qu'ils sont docteurs. Ils ont le doctorat et puis qui chôment. Et tu vas me parler de la politique du fouet qui n'a pas réussi. Et ceux qui sont là depuis 15 ans, qui ont géré un budget total de 125 000 milliards. Qu'est-ce que tu vas dire? On doit leur reprocher au fait. C'est ce qui fait que depuis là, vous passez la parole, j'ai du mal à être. Il y a Suleiman aussi qui a parlé de politique, comme on appelle, libérale, social, libérale, etc. Mais tu n'as pas dit concrètement ce qu'on devrait faire en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas dit concrètement ce qui était fait. Tu dis oui, il y a les gens qui sont des libéraux, mais je ne sais pas. D'accord, tu as tout ça qui existe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est ça que tu as commencé à parler tout de suite, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui doit être fait? Maintenant, si toi tu estimes que on se plaint trop, donc c'est qu'est-ce qui a été fait? Mais tu as réussi à survoler un peu et tout. Bon, je vais repasser la parole. Je pense que c'est Stick aussi qui devait prendre la parole. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Si, Voilà. si, si. Mais Donc, Joe, dans l'enchaînement, tu m'as dans inversé, donc. Bon. non, non, Si tu penses que si tu dis ici, il pense qu'il veut répondre à quelque chose. je vais rajouter là, nous prenons nous deux en même temps. D'accord, vas-y. Voilà, Suleiman, je vais rajouter, là, tu vas nous prendre nous deux en même temps dans ton débat. C'est dans la même veine, au fait. Et quand la parole, elle est passée, il y a eu le mot qui était sorti, c'était la décentralisation. Et ça, franchement, pour ceux qui savent même, il y a des grands États, tellement c'est assez grand, on parle même de fédération d'États. Ça veut dire, quand tu prends les États-Unis comme ça, là, c'est plusieurs États qui ont été unis. Parce qu'une seule personne ne peut pas gérer tout ça, il y a trop de problèmes. Donc, quand Suleiman, tu disais tout à l'heure, c'était pour répondre déjà au monsieur qui disait que par rapport, il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas même, ça peut se faire de façon séquentielle. On n'a pas besoin d'envoyer déjà, il y a le pouvoir politique. Mais tout ce qui est comme économique, là, un ambassadeur a quoi à voir avec l'économie? L'ambassadeur peut rester à Abidjan. On peut envoyer les ministères qui sont chargés des mines et de la géologie à Tortia. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est pas parce qu'on va ouvrir une grande école forcément là-bas. Maintenant, quand Suleiman dit non, on va venir créer un point de santé dans un coin, il faut forcément des routes pour partir. C'est pour ça que je disais, il faut qu'on arrive nous-mêmes à se développer. L'argent là, quand on dit la richesse là, les gens pensent que c'est ce qui est physique, c'est ce qu'on voit. Non. Le fait que toi et moi, nous vivions là, nous créons déjà de la richesse, même en se levant le matin et en commençant à marcher. Un pays où il y a beaucoup de citoyens là, tu vas voir que ce pays a plus d'aptitude à être riche. Un pays où il y a moins de citoyens et ainsi de suite. Pourquoi? Prends même l'exemple que tu as donné. Pourquoi ils vont aller déposer forcément un hôpital dans une zone et puis ils vont faire le goudron pour partir? Prenons une zone, par exemple, comme, je ne sais pas, une ville de l'Ouest, Soubré. Soubré rapporte combien à l'État de Côte d'Ivoire dans le domaine du cacao? Je te dis que même s'il n'y a pas route à Soubré et que le cacao du gars de Soubré, là, c'est comme ça qu'on crée l'argent, je t'expliquais. Il arrive à vendre et que l'argent, là, ça revient dans lui-même, sa même poche, là. C'est le médecin même qui va aller s'installer dans le village là-bas. C'est ce qui crée ce qu'on appelle la décentralisation. C'est-à-dire que la richesse, là, elle se développe sur une zone bien précise. Sur toute l'étendue du territoire, la richesse, elle est créée. C'est par là même que passe aussi le partage même de la richesse aussi. C'est en voulant centraliser toute la richesse là, que d'autres viennent prendre dedans, ils font ce qu'ils veulent et ça crée beaucoup de misère sur l'étendue du territoire. Plus on centralise, plus c'est une minorité qui gagne de l'argent. C'est là que je parlais de système politique et de vision même de ce qu'on recherche. C'est pas parce que c'est pas à l'État de venir construire. Il faut que tu comprennes ça sur le banc. C'est pas à l'État de venir construire l'hôpital forcément là. Si c'est tout comme on appelle octroyer ce droit-là, ok, c'est un système, c'est une manière de gérer les choses de l'État. Mais il y a des pays où chaque sort de la chambre. Il y a des pays sort de la chambre. Il y a des pays où ce sont les citoyens qui investissent. Mais quand c'est moi-même qui viens, qui crée mon petit cabinet dans un village ou quoi que ce soit pour venir faire enlever les dons, soigner les gens, je peux faire des coûts sociaux, je peux faire des tarifs préférentiels. Donc la santé va revenir moins cher aux gens par rapport à une entreprise qui vient s'installer, ainsi de suite, et ainsi de suite. Il va exporter des gens parce que les gens sont même pas formés. Donc pour payer même la main-d'œuvre, il faut investir de l'argent. Donc créer de la richesse là, ça passe aussi par ce qu'on appelle la décentralisation. Et pour rebondir sur ce que Suleiman est en train de dire là,
Ce n'est pas à l'État de venir dire j'ai fait une école ici. Donc il faut que vous veniez. Partout où il y a la richesse déjà, les gens même vont s'installer. C'est pas à l'État de faire la route pour partir. C'est parce que l'État prend l'argent là, il met dans sa poche, il dit qu'il va faire. Et puis il ne fait pas. Mais si l'État laisse l'argent de la production des gens, prend une vie comme Odiene, il faut leur dire qu'on a produit du riz. On se rend compte que peut-être Odiene produit peut-être 300 milliards ou bien 500 milliards de riz. C'est pas à l'État d'aller faire quelque chose. Ce sont les gens eux-mêmes qui vont partir. L'économie, c'est quoi? Moi, je vois que la route pour partir dans le village de telle personne, il y a de la richesse là-bas, c'est compliqué. C'est même pas à l'État de faire. Moi, je vais venir faire la route et puis je dis que quand vous passez sur la route là, payez-moi 200 000, 300 000, 500 000. C'est comme ça que le développement se fait de façon organique. De façon organique. Et c'est cette vision-là, quand on dit qu'on veut des solutions, là, ça part d'abord par décentraliser. Laisser l'argent que les zones produisent, là, le maximum là-bas. Améliorer la chaîne de valeur. Est-ce que avant là, pour venir faire les examens du sol, on faisait venir des ingénieurs de la Chine ou de la Russie? Bon, ok, nous-mêmes, on va former nos ingénieurs, parce que ça va nous revenir moins cher. Bon, ok, c'est quoi ce qu'on sait pas faire? On sait pas fabriquer le tissu. Bon, ok, on va envoyer des gars aller se faire former, ils vont venir fabriquer le tissu. Tout ça, ça fait que dans une chaîne de valeur, c'est-à-dire que de la matière première jusqu'au produit brut là, la majorité du jeton là, ça reste dans la poche des locaux. C'est ça qu'on appelle gérer un pays. Ce n'est pas de faire une fuite en avant, d'investir dans les infrastructures qui ne vont pas profiter à une population qui n'a pas suffisamment de ressources intellectuelles même pour pouvoir même s'accaparer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a trop d'opportunités. Mais quelqu'un qui n'a même pas été formé, tu veux qu'il s'accapare cette opportunité-là comment? Les gens viendront d'ailleurs pour s'accaparer l'opportunité. Aujourd'hui, même les gens quittent en France pour venir t'embaucher en Côte d'Ivoire. Et si vous ne le savez pas, en Côte d'Ivoire, il manque de ressources qualifiées. Si vous ne le savez pas, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il manque de ressources qualifiées. Il y a des gens, on dit, ils ont diplôme, mais ils ne sont pas opérationnels. C'est la vraie vérité qui est là. On commence à embaucher de plus en plus d'expatriés. On commence à faire venir des gens du Canada, des gens qui ont pris la peine de former leurs enfants pour venir les faire travailler ici, pour prendre encore notre place encore. Suleiman, c'est un cas qui est très réel. Et je vis ça au quotidien dans ce que j'ai fait. J'ai eu un rapport une fois d'un ami, de la femme d'un ami qui disait, il travaille sur tout ce qui est comme on appelle, monter des structures, monter des systèmes pour favoriser les investissements des entreprises. C'était des entreprises d'Asie et tout, et tout, et tout. Et la Côte d'Ivoire n'était pas propice pour venir développer les activités industrielles. Ils nous disent pourquoi. L'un des premiers facteurs, main-d'œuvre non qualifiée et puis cher. Main-d'œuvre non qualifiée et puis cher. Parce que quand tu vas venir là, tu seras obligé encore de venir les former. Ils savent pas faire les choses déjà. Prends les gars qui sortent de marketing, de marché, ils peuvent faire quoi aujourd'hui? Selon les besoins du marché du travail. C'est ça qu'on appelle une politique. C'est de rendre les gens riches dans la tête d'abord et puis eux, ils créent la richesse derrière. C'est de s'octroyer tout ce qui est régalien, l'armée, la sécurité. Ça, c'est lui. Ça, c'est l'État qui gère ces genres de choses. Je suis pas socialiste dans l'âme du socialiste pour partir, non. Mais si on doit privatiser là, il faut que la richesse soit locale. Et ça passe par la décentralisation dont l'autre est en train de parler, ça m'a beaucoup plu. L'autre a réagi là-dessus, mais il faut au maximum, on ne dit pas tout d'un coup, on a décentralisé aussi, c'est mental aussi, c'est décentraliser la culture, c'est décentraliser, comme on appelle la vision, c'est-à-dire que permettre à chaque zone de par ses aptitudes-là, de par ce qu'elle est capable de faire là, de créer de la richesse. Et ce qui peut manquer à des gens dans une zone là, c'est la connaissance, ce n'est pas le goudron. Arrêtez de mettre les infrastructures routières en premier, c'est pas ce qui crée la richesse. Ce sont les gens qui sont là-bas, qui sont riches là. C'est eux qui font que la richesse s'installe dans la zone. On va même pas dire à un investisseur de venir, quand il va savoir que dans la zone de Mans là, il y a au moins 10 000 personnes qui ont 10 millions dans leur poche là. C'est nous-mêmes, on va aller faire goudron là-bas. C'est nous-mêmes, on va aller faire pharmacie. C'est nous-mêmes, on va aller s'asseoir là-bas et puis on va investir là-bas. Parce qu'on va gagner. On va pas oublier quelqu'un a fait goudron là. Parce que celui qui a fait goudron là, l'État va le payer par rapport à ce qu'il a fait et puis il va lui verser encore des bénéfices sur ce qu'il a fait. L'économie, elle est organique. On n'oblige pas les gens. On crée le système pour qu'elle se développe. C'est comme une matrice qu'on crée et quand on dépose là, elle s'enchaîne elle seule pour partir. C'est naturel. Ce sont les gens qui se mettent au milieu. C'est eux qui nous fatiguent. C'est pour ça que je dis, la vision ultra-libérale, j'ai même dit ultra-libérale, elle est faite pour détruire. Ne regardez pas ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a des pays qui ont eu plus que ça, comme la Grèce, à qui on a tout confisqué. À cause de certaines situations, on te sort un papier, on te dit que tu as eu une notation, la notation n'est pas bonne, donc mettons ton crédit là. Tu devais rembourser 200 francs par jour, maintenant tu as remboursé 500 francs par jour. Mais quand tu es trop dépendant de tous ces systèmes, tu t'en sors comment? Loin de moi l'idée de souverainisme galvaudé aujourd'hui que les gens mettent en avant, mais en réalité c'est le fond, c'est l'essence même qui est là.
Donc, je te donne la parole, Souleymane. Je pense que tu as assez de matière pour développer là-dessus. Ok, merci. D'accord. Euh, Jonathan, en fait, peut-être qu'on ne s'était pas compris, hein. Moi, j'ai commencé à proposer mes solutions en disant que on est déjà sur la voie. Pour moi, personnellement, on est déjà sur la voie. Et puis, je vais te donner certains exemples sur la question pour laquelle je dis on est déjà sur la voie. En fait, c'est pour ça que je dis, en fait, on parle de plusieurs sujets qui sont, bon, qui sont pas forcément liés. On parle de plusieurs sujets qui ne sont pas forcément liés. C'est des visions politiques, mais ils ne sont pas forcément liés. Pendant longtemps, parce qu'on fait la langue de bois, on va aller dans les faits. Pendant longtemps, notre formation éducationnelle était tournée vers les universités. Et à l'université, on avait la plupart des fois des études testées, des études tertiaires. En fait, on a créé une jeunesse qui pensait tertiaire, même les parents qui pensaient tertiaire. Avant, quand on devait orienter ton enfant, quand il devait aller dans une filière technique, les parents même se posaient la question. Quand ils devaient partir dans les écoles professionnelles, on disait à la période, et je me rappelle très bien, quand on faisait les orientations, on te disait quand ton enfant va aux techniques, ah non, ton enfant, il est nul, c'est à cause de ça qu'il va aux techniques. Mais c'est notre mentalité personnelle, ça n'a rien à voir déjà de base même avec l'État. Certes, l'État donnait les grandes lignes, mais ça n'avait rien à voir parce qu'on avait des écoles techniques à la période. On avait des écoles techniques qui formaient des personnes techniques. Quand le Chinois te dit, si on vient s'installer ici, que la main-d'œuvre est compliquée. Mais c'est pourquoi il dit que la main-d'œuvre est compliquée. Parce qu'il sait que sur le terrain, il n'y aura pas assez de personnes qui maîtrisent la technique. Le Chinois, il te parle technique, il ne te parle pas forcément, je vais mettre une secrétaire au bureau. Ce n'est pas de ça que le Chinois, il te parle. Il te parle technique. Le Chinois, il te parle technique. Moi, je vais te prendre un cas d'exemple que je connais. Bon, je n'ai pas envie de généraliser sur tout le monde. Moi, j'ai mon frère qui a fait, comment on appelle ça, maintenant le système de position. Mais il a travaillé pour quelqu'un à la CIE. Et quand je dis à la CIE, c'est parce que là-bas, vous allez voir tous les sous-traitants qui sont à la CIE, là. La plupart sont des sous-traitants ivoiriens. Ce sont des jeunes ivoiriens que l'État a promu pour que à la CIE, là, ils aient les marchés. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez nos jeunes frères qui travaillent là-bas, ils sont mal payés. Vous avez nos jeunes frères qui travaillent avec nos sous-traitants ivoiriens qui sont très mal payés. Tout ça vous dit quoi? La réalité, pour moi, la réalité là. Quand on dit on appelle des entreprises externes à venir s'installer là, c'est pour qu'on ait un transfert de technicité, un transfert de technologie à la fin. Nous, à la base, la technologie, on ne la maîtrise pas. Tu vas envoyer combien de personnes en Chine? Tu vas envoyer 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes en Chine, ils vont venir. Mais est-ce que quand les entreprises chinoises vont venir s'installer et puis on va pouvoir leur imposer le fait qu'on ait des techniciens dans leurs entreprises et puis on va pouvoir s'améliorer, on ne va pas pouvoir former 20 fois 30 fois plus de personnes. On va pouvoir former 20 fois 30 fois plus de personnes. Tu vas envoyer quelqu'un pendant 10 ans en Chine pour qu'il se forme? Non. C'est mieux d'envoyer l'entreprise chinoise, elle va te ramener des tasses et tout. Et puis aussi, tes gens à l'intérieur vont pouvoir se former. C'est ça, le truc que moi j'appelle du libéralisme. Et c'est ça que je pense qu'on fait. En plus, derrière, quand on parle de trucs, pendant longtemps, on a eu combien d'écoles techniques et professionnelles? Tu avais Abidjan, tu avais Boaké. Boaké, pendant la crise, c'était mort. Pendant la crise, Boaké, c'était mort. Moi, j'habitais près. J'ai dit près parce que j'étais juste voisin au lycée technique de Boaké, mais c'était mort parce que pendant la crise, tout a été volé. Donc, tout le monde, tous ceux qui étaient l'effectif d'étudiants, ils ont tout ramené ça à Abidjan. Mais aujourd'hui, l'État ouvre des écoles techniques pour que nos enfants puissent avoir de la technicité, de la praticité. Parce qu'en fait, le problème, c'est la praticité. En Afrique de l'Ouest, on n'a pas assez formé les gens pour la praticité. Moi qui dépasse, je suis un praticien. Je ne suis pas quelqu'un de tertiaire pour dire que non, qu'il a fait RH. Non, on n'a pas formé assez de praticiens. Quand il déplace une usine, ou bien quand il dit que quelqu'un va construire une usine, mais il faut que tu aies des praticiens. Et c'est moi, quand je dis l'État est en train de faire, je ne dis pas que c'est beau, mais je dis que l'État est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on a des lycées professionnels qui sont en train d'ouvrir, que moi j'ai vu des professeurs qui sont en train d'ouvrir et on attend. Mais c'est les gens qui vont sortir de ça là. C'est un bail qu'il faut attendre. Quand il vient un bail, il faut attendre des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour avoir des personnes aptes à sortir de ces lycées-là. Donc pour moi, c'est ça. Moi, j'étais pris le cas par exemple de Tulle parce que on veut pas éloigner, on veut pas couper comment on appelle ça, des gens du village ou bien des gens. Non, on ne veut pas couper d'eux. C'est pas Abidjan existe et puis les autres n'existent pas. Non, c'est pas ça qu'on fait. On n'a pas ça. Donc de la même manière aussi, nous on se sent bien. Il faut que eux aussi on puisse mettre des trucs où on se sent bien. Tu me parlais du cas de Soubré. Moi ça tombe bien. Moi je suis de l'Ouest. Mais pendant longtemps là, à cause des problèmes de voirie et autres là, mais il y a une grosse partie du cacao ivoirien qui partait en Guinée là-bas. Pendant longtemps, à cause des problèmes de voirie. Parce que juste pour rallier le fait qu'on va rallier le port de Sao Pedro, c'était tout un tas de problèmes.
Quand tu me dis, oui, quelqu'un m'a 10 000 personnes vont devenir riches, mais on va se parler, on va parler franc. 10 000 personnes comment? Il faut qu'on explique, parce qu'il ne faut pas dire simplement 10 000 personnes vont devenir riches, ils vont aller s'installer. Non. Non, 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 je suis désolé. Même ceux qui vivent en Europe et autres, ils vivent dans les petites villes là, ils savent. Les gens qui travaillent, qui vivent dans les petites villes là, ils ont l'argent, mais vous avez les médecins qui fuient ces petites localités. Parce qu'il y a un ensemble de choses qui n'existent pas, il y a un ensemble de cas qui n'existent pas. On est fier aujourd'hui de dire, oui, bon, mon enfant, quand il veut faire ça, là, il l'envoie dans tel coin, il l'envoie dans tel coin, il l'envoie dans tel coin. Mais vous pensez que les gens qui vont aller s'asseoir aussi à l'intérieur là-bas aussi, ils n'ont pas besoin de ça? Aujourd'hui, on a la mise en disposition en pagaille au niveau de l'administration. Il y a des gens que tu envoies au Djéné, tu envoies à Bouniali, tu envoies à Pogo, il te dit, il ne va pas. Parce que là-bas, la vie n'est pas ça. Tu fais comment? Tu ne peux pas l'obliger. Tu ne peux pas l'obliger. Et ça n'existe pas. Tu as dit que tu vas prendre une administration, tu vas sortir de la capitale. Au pire, si tu me dis que toutes les administrations viennent à la capitale politique, je te dis d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais pour dire que tu vas prendre une administration comme ça pour aller la déposer à truc là-bas, non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu me dis toutes les administrations, ou bien une partie des administrations seront basculées dans la capitale politique, je te dis banco, je suis d'accord avec ça. Mais dis que tu vas prendre une administration pour aller la déposer par exemple à Haute-Tunis, non, elles ont des représentations dans ces localités-là. Elles ont des représentations. À Boaké, tu as pratiquement 6-7 représentations comme ça. À Koro, tu as 2-3, je crois, représentations comme ça. Mais pour moi, c'est d'investir dans ces zones-là. Quand tu investis dans ces zones, tu as un retour sur investissement. Le retour sur investissement, quand on dit investir, on parle de trucs, mais une entreprise, prenons simple, une entreprise qui fait les miniers, prenons les miniers, ils viennent pour pouvoir investir. On a beaucoup de miniers autour de Boaké là. Aujourd'hui, ils sont satisfaits qu'il y ait des voiries parce que les gens qui travaillent là-bas, là, ils peuvent faire des allers-retours pour revenir dans les villes. Ça compte aussi. Et puis de deux, pour moi, quand l'État appelle les gens à venir travailler, là, les grands groupes à venir travailler, là, mais les grands groupes ne vont pas venir les sous-traitants. Même ceux qui sont en Europe, pour avoir fait un peu là-bas, là. Quand vous avez des usines ou bien et tout là, c'est les sous-traitants qui travaillent. Les Européens, ils gagnent quoi? C'est à travers les sous-traitants qui travaillent là. Les sous-traitants là, ils travaillent pour les sous-traitants, ce sont les sous-traitants locaux. C'est eux la main d'œuvre réelle. C'est eux qui prennent la technicité. On parle. La Chine, c'est avec les sous-traitants que la Chine s'est construite comme ça. Construite comme ça y est là. Ils ont attiré les investisseurs. Et puis maintenant, ils se sont appuyés sur les sous-traitants maintenant pour pouvoir grandir. Dans les sous-traitants, là, tu as tout ce que les compagnies téléphoniques qu'on voit aujourd'hui là. À la base, c'était des sous-traitants. Ils concevaient des composants pour les grandes firmes. C'est de ça que je parle. Pour moi, en tout cas, ce que je pense, c'est de ça que je parle. Utiliser et récupérer la technologie au max qu'on peut, former nos gens en interne, et puis demain, nos gens là vont devenir les mêmes champions que tu souhaites là. Ils vont devenir ces champions là sans problème. Mais si tu te lèves, tu dis que tu vas envoyer 10 personnes pour aller se former là-bas, ils ne vont pas te donner cette technologie-là comme ça. Hein? Non, je suis désolé. Ils vont pas. Oh, si ils ont besoin de trucs comme ça, garder cette technologie, pourquoi ils vont breveter la technologie? C'est à cause de tout ça là. Quand on va partir. D'accord, je vais chuter. Donc pour moi, on est sur la voie. Je ne peux jamais dire qu'on est à 100% bien ou bien. Non. On est sur la voie. Mais juste qu'on doit accélérer tout ce qui est formation professionnelle. Il faut que l'État donne plus sur le professionnalisme, tout ce qui est professionnel. Qu'on réduise un peu tout ce qui est tertiaire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Bah bon, ok. Je ne vais pas trop être long. Osiris, vas-y, tu as la parole. On va écouter que tu as payé la fois, leur redonner ça au vendeur, pardon. Voilà, je crois qu'on m'entend bien maintenant. Ouais, c'est nettement mieux. Ok, super. Non, je disais que j'ai écouté un peu le truc. Je crois que le sujet, c'est le mirage économique, je sais pas. Et en gros, quel est le modèle économique que la Côte d'Ivoire applique, voilà, pour le développement du pays, quoi. Mais par rapport à ce que monsieur Souleymane il a dit,
Bon, je crois qu'il a un peu parlé de manière vraiment, vraiment vague hein, dans ce qu'il a dit. Parce que quand il dit non, est-ce qu'on pense que les gens vont transférer les technologies comme ça? Bon, ça, je pense que c'est un peu de l'évidence, quoi. C'est quand on voit que la Chine, il y a les différents pays, les transferts qui se passent, des transferts technologiques qui se passent dans les différents pays. Bien sûr que ça se fait pas de manière du genre parce qu'on est gentil ou je ne sais quoi. Ça se fait à travers des accords, des échanges, plein de trucs. C'est comme aujourd'hui, on vend nos matières premières en échange de quelque chose ou je sais pas. Donc il y a des échanges qui se font, il y a des accords qui se font. C'est pareil pour les transferts de technologie. C'est aussi de la vente. Donc tout part des accords. Tout part de la politique, du gouvernement et tout. Après vraiment il y a une forte volonté, il y a une main vraiment sur les pays africains de telle sorte qu'on reste une population de main-d'œuvre vraiment de bas coût. C'est un peu comme dans les pays asiatiques, tout ça qui sont moins développés. Il y a une politique disons, mondiale qui veut ça. Et dans les pays comme les nôtres, en Côte d'Ivoire, dans les pays, disons, sous-développés d'un point de vue occidental, qu'est-ce qui se passe? On est dans des gouvernements dictatoriaux qui font de telle sorte que l'éducation soit au plus bas possible. Voilà, donc soyons clairs à ce niveau-là. Par exemple, quand je prends le constat de la Côte d'Ivoire, quand le monsieur il dit non, que on doit sous-traiter, blablabla, ce genre de trucs. Le problème avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas d'industrie. C'est-à-dire les autres pays qui sous-traitent ou je ne sais quoi, ils ont des industries, ils ont une industrie qui est basée sur une activité. C'est-à-dire ils ont des activités principales. Voilà, c'est-à-dire que si tu vas voir, je sais pas, tel ou tel pays, ils ont une activité sur lesquelles ils sont concentrés, sur lesquelles ils sous-traitent certains secteurs où vraiment ils n'ont pas, qui ne seraient pas rentables. Ça s'appelle en économie, ça s'appelle la division du travail tout simplement. Donc on choisit des secteurs sur lesquels on est beaucoup plus rentable, tout simplement. C'est comme nous, par exemple, nous on produit du cacao. On aurait pu transformer ce cacao-là pour le vendre à l'extérieur. On produit principalement des matières premières, mais on aurait pu se concentrer sur certaines matières pour les transformer et puis sous-traiter d'autres matières. Le problème avec les pays africains, c'est qu'on ne transforme rien du tout. C'est pas comme si on ne fait que vendre des matières premières. Et c'est ça le problème. Pourquoi? D'autres vont dire parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Mais la main-d'œuvre qualifiée, là, c'est une question de politique. Il y a plein d'Ivoiriens dans les pays européens, dans les pays américains, qui travaillent, qui sont à des postes ou à des niveaux de technique vraiment qui sont recherchés. C'est-à-dire ils ont l'intellect, ils ont la technique, ils ont tout ça. Donc le problème de manque de main-d'œuvre qualifiée, c'est un faux débat. Parce que c'est juste une question de politique, de faire en sorte que sa main-d'œuvre, il y ait quand même un minimum de main-d'œuvre qualifiée en Côte d'Ivoire en fonction du secteur qu'on veut travailler. Voilà, en fonction de la politique. Mais comme je le dis, on a tellement de problèmes de part et d'autre concernant, par exemple, la politique politicienne, par exemple. Ça, pour moi, c'est l'un des plus gros problèmes. Voilà. C'est l'un des plus gros problèmes en Afrique. Le problème de gestion d'État. Donc, il y a ce manque de confiance-là que, par exemple, on va pas embaucher quelqu'un juste parce qu'il est qualifié. Ou juste parce qu'il peut faire le travail. On va l'embaucher parce que il me soutient. On va l'embaucher parce que et il va me faire des faveurs. C'est ça les principaux critères de recrutement dans les études de pays. Et c'est simplement les crânes, les main-d'œuvre qualifiée fait quoi? La main-d'œuvre qualifiée va ailleurs. La main-d'œuvre qualifiée va dans des marchés où on vend de la valeur tout simplement.
si on a des valeurs dans leur propre pays. Ils vont tout simplement le prendre la manœuvre qualifiée. Et c'est juste une politique, c'est vrai. Ça n'a pas qualifié. Alors que quand on va à l'étranger dans d'autres pays, on voit rien. On voit des Cameroun qui doivent être viables. Donc, parce que le ne pas trop monopoliser et voir un peu ce que c'est. Merci beaucoup, frère. Bon, je pense qu'on a fait tout complet. Hein. S'il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose, sinon, je pense que je vais mettre fin au live. Hein. Moi, je vais terminer, pardon. Bon, je vais terminer. Comme c'est pas tout le jour qu'on est là, c'est toujours pour rebondir sur Suleiman en emboîtant en même temps quelques mots de mes prédécesseurs. Il faut que Suleiman, tu saches, l'économie là, franchement, c'est ça, c'est bon aujourd'hui. Comme moi, je vois, il y a des jeunes qui sont sur des plateaux télé, je vois de plus en mais manier la langue française, sortir les gros mots, sortir les conjectures, les manchettes, tout ça, c'est bien beau, ouais. Mais c'est pour ça que le vieux du lac qui est assis quelque part là-bas, qui vont coller là, il est milliardaire, et puis toi, tu as des diplômes, tu sais rien fait. Moi, souvent, j'aime dire aux gens, toi, tu peux produire quoi? C'est-à-dire que, laissons ton diplôme. C'est-à-dire que si on change de contexte, tu es un analphabète. On te met quelque part à bout pro là-bas, là. Tu peux créer quoi là pour t'en sortir? Voilà. Moi, comme ça, là, moi, une fois, il y a eu une année, je me suis retrouvé à Boaké par rapport à des situations bizarres. J'ai pris mon appareil photo, j'ai créé une page Facebook, et puis j'ai commencé à faire des photos dans les maquis. C'était à 15 000. À un moment, j'ai gagné 30 000 francs par jour, donc 1 million par mois. Allons dans le concret. L'argent, là, quand tu dis les gens vont pas venir prendre les Ivoiriens pour les former comme ça, là. Non, non, non. Le marché, là, ou bien le marché, là, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que quelqu'un peut dire, je viens produire en Côte d'Ivoire parce que mes intérêts, ils sont. Donc, je produis moins. Je produis moins cher. C'est la loi du marché. On ne va pas obliger quelqu'un à nous céder la technologie. Si on est formé, et tu as dit beaucoup de choses allant dans mon sens vers la fin, j'ai compris que tu as commencé à comprendre ce que c'est en train de te dire. Il faut que on soit prêt. Et la priorité, là, c'est le développement de l'homme sur le terrain ici. Quand tu es développé là et que tu es capable de gagner de l'argent et que tu as de l'argent, les gens vont venir naturellement. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose, on n'a pas besoin d'être PhD pour comprendre ce genre de choses-là, qui sont très basiques. Aujourd'hui, si tu as beaucoup de techniciens qui sont formés, tu accentues l'éducation, tu accentues la formation. Une usine dit, je viens m'installer en Côte. C'est là que tu prends le transfert de technologie. On signe des contrats à l'aéroport où il y a des clauses qui nous empêchent même d'avoir cette... C'est-à-dire que c'est de ça que je parle d'une vision politique de laquelle on doit sortir et qui a conduit les autres à être endettés, là. C'est de ça que c'est en train de te parler. Il faut seulement décider de te lancer dans quelque chose, puis démarre, tu vas voir. Aide de l'argent sur toi, les gens vont venir vers toi. Le développement même là, c'est un truc qui est organique, il se fait de par lui-même. Ceux qui nous disent qu'ils peuvent nous développer, c'est juste se mettre en intermédiaire ou prendre la mettre dans leur poche. C'est ce que je veux juste que tu comprennes au fait. Qu'on soit, s'il n'y a pas route, il y a toujours des sources de création de richesses. Il faut laisser les énergies des gens se libérer. C'est juste ce qu'on demande aujourd'hui aux politiciens. Laissez les énergies des gens se libérer. Vous allez voir que partout, tout ce que vous pouvez apporter, c'est la connaissance. Si on travaille sur le cacao aujourd'hui, combien de gens aujourd'hui on forme dans le secteur du cacao? On n'a pas besoin d'être des scientifiques élevés. Quand Nike décide d'aller produire ses chaussures en Indonésie ou en Thaïlande, là, c'est parce qu'il sait qu'il trouve une main d'œuvre qui est qualifiée, qui veut s'installer. Et c'est dans ça qu'ils prennent la technologie. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils fabriquent des chaussures. Donc, toutes les entreprises de Apple vont s'installer en Chine pour fabriquer là-bas. Là. C'est parce que les Chinois ont formé d'abord les gens et les Américains ont découvert qu'il y a un gros vivier de main d'œuvre qui est qualifié. Donc, on va s'installer. Aujourd'hui, même, ça leur porte préjudice. Parce que les Chinois ont récupéré toute la technologie. Et que les Chinois les ont obligés. Sous les mains. Ils les ont pas obligés. Il faut former. Moi, je veux vous faire comprendre que l'accent premier, là, c'est pas les infrastructures. Parce qu'en 10 ans, tu peux te rendre un pays zéro héros en formant la population. Toi-même, Suleiman, tu vas t'élever, tu vas financer le goudron de Saint-Pédro ici pour partir. Ou bien ainsi de suite. Et tout ce que vous faites vous revient moins cher parce que la ressource, elle est locale. Donc, 40 000 milliards, on aurait pu faire un développement de peut-être le Japon, même si tu veux, au fait. Mais tout est laborieux. Est-ce que tu peux défalquer les coûts des investissements qui ont été faits avec la dette qu'on a? Est-ce que tu vois le gap? Est-ce que tu peux t'en rendre compte du gap qu'il y a dessus? Et tu trouves qu'on est sur la bonne voie? Non, ne vous laissez pas miroiter, ne vous laissez pas il y a un moment, j'ai mis le truc, tu entends les pertes de pragmatisme. Soyons pragmatiques. Quand tu dis non, quelqu'un n'a pas te montrer quelque chose. Non, la vie, c'est un rapport de force. Si dans la zone de Soubré, les gens qui sont là-bas sont des millionnaires, là, moi, je vais aller ouvrir un cabinet là-bas. Si on m'affecte là-bas, je m'en vais. Il y a un qui disait, si on t'affecte c'est toi-même qui le disait, si on t'affecte à un truc, les gens refusent de partir.
Tu as vu quelqu'un qu'on a affecté à Bouna, on lui donnait le salaire de 500 000 voitures de fonction, et puis il dit que lui, il ne va pas. Suleiman, tu n'es pas pragmatique. La loi, la vie, là, de façon organique, elle est faite comme ça. Elle est faite comme ça. Et le système dans lequel on est là est parti pour nous transformer en Brésil. C'est ce que je veux te faire comprendre. On n'est même pas sur la voie même. Il ne faut pas penser que c'est la voie même. Tant que c'est centralisé, tant que les ressources, tant que la richesse n'est pas décentralisée aussi, ça sera compliqué. Tout ce que tu vois là, c'est un mirage. C'est un mirage. C'est le titre là qui m'a fait arrêter. Sinon, John faudrait qu'il y a longtemps, il suffit sur les réseaux sociaux. C'est un mirage. Si on veut rentrer dans le fond, et je n'accuse pas de quelqu'un pour dire non comme si, non, moi je suis en dehors de la politique. Moi je dis, j'ai une vision de la politique. Peut-être si c'est gâté, demain moi je suis candidat. Sinon, je veux dire, chacun a une vision de la politique et de ce qui est bon pour lui. Si ce qui est là n'est pas bon pour moi, mais il faut que j'ai l'honnêteté de dire que ce n'est pas bon pour moi. Les gens crient autour de toi pour te dire que je n'arrive pas à scolariser, je n'arrive pas à manger. De toi, tu me dis qu'on est sur la voie. Comment tu peux trouver qu'on est sur la voie pendant que tes 1 million deviennent aujourd'hui, je sais pas, 10 000 francs dans ta poche pratiquement. On peut vivre en gré, on peut vivre à Cocody, on peut vivre ici. Donc tu vas travailler. Comme moi je vois le matin au travail, que je vois des fonctionnaires s'arrêter en bordure de route, dans des rangs qui font 30-34 mètres, et que chaque jour le soir, il fait la même chose pour venir là. Quelle est la place que vous donnez à la productivité dans les entreprises en Côte d'Ivoire? Quelle est la place que vous donnez dans quelqu'un qui est fatigué? Vous voulez qu'il apporte quoi dans l'industrie? Vous voulez qu'il apporte quoi dans son service? Le temps même d'abord qu'on passe dans les voitures en Côte d'Ivoire, si on veut le calculer en taux horaire journalier, là, mais tu peux pas, c'est des milliards que la Côte d'Ivoire paie. Soyez profond, ne soyez pas superficiel. Et ce qui est dangereux, c'est la peinture qui est autour des choses qui vous empêche d'avoir un esprit qui s'ouvre, en fait. Moi, c'est ce que je constate. Et malheureusement, aujourd'hui, chacun sait ce qui est bon pour lui, mais il n'ose même pas réclamer ça, il n'ose même pas prononcer ce qui est bon pour lui. Mais si chacun dit ce qui est bon pour lui, là, c'est là les politiciens vont faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Mais comme le dernier qui disait tout à l'heure, c'est parce qu'on est pauvre qu'aujourd'hui, on est obligé d'accepter des choses qui ne nous arrangent pas. Et demain, j'espère que tu vas pas accepter des choses que tu ne veux pas, parce que en réalité, tant que tu n'as pas l'argent, on te soumet à toute forme de dictat. Mais si la richesse elle est réellement partagée et puis décentralisée, il est clair aussi que chacun pourra donner son mot et puis on sera dans un monde on ne dit pas que beaucoup plus équilibré, pas un monde équilibré, mais un monde beaucoup plus équilibré. Donc c'est la loi de la finance qui est là, c'est la loi de l'économie qui est là. C'est un rapport de force. Faut pas dire qu'on a envoyé quelqu'un. Même toi où tu es là, tu es en France, on te dit, faut aller t'installer en Côte d'Ivoire d'un coin, ton salaire multiplié par 4. Tu vas courir pour venir. Il y a des gens qui travaillent sur les plateformes pétrolières pendant 6 mois. Ils voient pas leur femme à cause de l'argent. Toi, tu as venu me dire, ils vont t'affecter. Non, tant qu'il n'y a pas de goudron, tu vas pas. Vous racontez quoi? Dès que tu vas, tu as l'argent sur toi, là. Automatiquement, là, tu vas commencer à dépenser là-bas. Les gens vont commencer à faire commerce. Quand un s'en va, il a l'argent. C'est comme ça l'économie, c'est organique. C'est organique. Tout le monde le sait. Tout le monde le comprend. Mais il n'y a pas un seul président qui a osé dire décentralisation en Côte d'Ivoire et puis il est resté au pouvoir. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Il n'y a pas un seul chef d'État qui a dit que moi, il a fait décentralisation et puis il est resté tranquille. Et ça, vous allez voir passer, en réalité, c'est pas là que ça passe. Il y a un qui disait qu'en France, il y a des grands médecins qui vont pas dans les coins, dans les villes qui sont... C'est pas vrai aussi. C'est pas vrai. Partout où il y a l'argent, c'est là-bas que la richesse s'écrit. C'est là que le privé vient s'écrire. C'est pas pourquoi vous voulez dire autre chose. Il n'y a pas où il y a l'argent. Souvent, à Dio, dans le petit verre à Soubé, à Pierre, ou bien à Divo, là, les petits boutons sont là-bas à l'argent. Tout le monde s'en fait maquis commerce. C'est là que l'activité se développe. On a vu des boutons qui étaient à Abidjan dans les gros luxe, aller s'installer à Divo, à tout le monde. Vous n'avez pas vu ça. C'est où il y a l'argent que les gens vont. C'est où il y a l'argent que les femmes vont. C'est là où il y a l'argent que le développement se crée. C'est juste de mettre l'argent dans la poche des citoyens. C'est tout. Où qu'ils soient là. Eux-mêmes, de façon organisée, vous allez voir les infrastructures se développer parce que tout le monde cherche l'argent. Ce qui devient un besoin pour une société est une source de création de richesses. Donc ceux qui ont les ressources viennent en même temps et ils investissent. Les gens de la diaspora, ils allaient cotiser même pour faire goudron parce que c'est des trucs dans quelqu'un, ils mettent leur argent sort. Mais souvent, la Côte d'Ivoire même à l'argent, on refuse de prendre l'argent qu'on a pour aller prendre crédit parce que sur le crédit, il y a un intérêt. Est-ce que vous arrivez à comprendre? On a des ressources disponibles pour des trucs bien précis, mais non, on pouvait prendre des prêts pour réaliser ce projet parce que les 1 milliard dividendes, 1 milliard 200 millions. Vous ne voyez pas quelque chose qui tourne en rond? Tourne pas en rond, pardon. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, Jonathan, merci beaucoup pour... Merci beaucoup, frère. Je ne sais plus où il est mis le tambour là, sinon j'aurais applaudi. Bon, il y a 2 nouveaux qui sont montés, donc on va prolonger un peu le live. Monsieur Joël, allez-y. Je vais mettre un timing, hein, 3 minutes, et puis voilà. Allez-y, monsieur Joël. Ok, bonsoir à tous.
Merci bien, monsieur Jonathan. Merci à tous pour l'opportunité, voilà, que vous me donnez. C'est vrai que je viens de vous prendre en cours et puis, selon l'intervention de Stéphane, j'ai pu comprendre plus ou moins ce que vous étiez en train de dire. Donc, ce que moi, d'abord, avant de donner mon point de vue, je vais vous donner une image simple pour qu'on puisse comprendre la manière dont nos autorités travaillent. En réalité, dans un premier temps, il faut que nous sachions que nous-mêmes, nous sommes déjà des jeunes nations. Donc, si une jeune nation, si tu dois investir dans une jeune nation, il faut investir à long terme. Mais qui dit investir à long terme, ça voudrait dire que tu ne vas pas voir les fruits dans l'immédiat. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent, qui veulent prendre le pouvoir, ces personnes vont vouloir montrer le résultat immédiat, ce qu'il va produire, de telle sorte que ils aient cette force-là, comment je vais dire ça, pour qu'ils aient cette croyance de la population afin de conserver leur pouvoir. On va prendre un exemple très simple. Si tu vois un monsieur qui a son petit enfant et qui peut décider, ce monsieur-là peut décider d'acheter tout ce qui est bien pour cet enfant, c'est-à-dire en matière d'habits, chaussures, de telle sorte que tous ceux qui sont autour de cet enfant-là sachent que ce monsieur prend soin de son enfant. Alors que lorsqu'on lui demande de scolariser l'enfant, il trouve que c'est pas nécessaire. C'est dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on investit dans le bling-bling, de telle sorte qu'on sache que oui, on est en train de faire et que ça va. Mais est-ce qu'à long terme, nous pensons à ça? Est-ce que nous agissons à long terme? Parce que l'éducation, en réalité, lorsqu'on investit dans l'éducation, les résultats ne sont pas dans l'immédiat. Nous pouvons tous ici prendre l'exemple de chacun de nous. Depuis la classe de CP1 jusqu'à ce qu'on arrive là où on est arrivé, je pense que si cette période-là, on prend une personne et qu'on dit quelle est la dépense que ton papa fait sur toi, peut-être que tu vas même pas réaliser qu'il était en train de faire un travail énorme. Mais c'est plus tard que tu vas t'en rendre compte. Mais malheureusement, des gens veulent avoir un résultat immédiat, de telle sorte qu'eux-mêmes ils puissent satisfaire leurs propres besoins. Donc, c'est pourquoi, dans un premier temps, il y a ce problème au niveau de l'éducation. L'éducation, comme Stéphane le disait, moi je suis parfaitement d'accord avec. Aujourd'hui, l'éducation, c'est la première des choses qui peut nous faire sortir dans tout ce dont on est aujourd'hui. Même lorsque nous nous retrouvons dans notre éducation, comme on a toujours l'habitude de le dire, il y a vraiment un décalage entre ce qu'on a dans nos formations, dans nos écoles et ce qui est sur le terrain. La différence est flagrante. Et deuxièmement, normalement, il fallait que ceux même qui donnent cette formation-là puissent pouvoir au moins orienter ces jeunes-là pour que ces jeunes, chacun puisse prendre conscience que ce qu'on apprend peut-être sur les bancs, ce n'est qu'une connaissance, mais non une formation. Après, quand tu rentres dans un processus de formation, tu peux accepter d'apprendre et de pouvoir apporter ta valeur ajoutée à ta nation, à ta commune ou à ta ville. Donc, à un moment donné, il faut que nous prenions conscience que la seule chose pour laquelle nous devons lutter aujourd'hui, c'est de lutter pour avoir de la connaissance, pour avoir de la formation, la vraie formation, et non de la théorie que les gens nous vendent sur les plateaux, les gens nous vendent partout. Parce que ça ne produit absolument rien. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour l'instant. Merci pour l'opportunité, Mr. Jonathan. Merci à tous. Merci beaucoup, Joël. Souley Power. Tu es là? Souley Power. Souley. Souley n'est pas là. Bon, je pense qu'on a fait le tout comme j'ai dit. Hein. Sinon, Osiris, si tu as quelque chose à dire, sinon là, je vais donner le mot de fin. Osiris, c'est là? Ouais, je suis là, mais passe la parole, je vais rebondir tout à l'heure, s'il te plaît. Donc, vous m'entendez? Je suis là. Allô? Allô? Ouais, bon, vas-y. Ouais. C'est combien? 3 000 Bon, je voulais rebondir un peu par rapport à tout ce qui a été dit sur ce panel. Je pense que c'est un très bon panel. Je salue déjà tous les panélistes. Je pense que c'est très intéressant quand même que la jeunesse se donne des idées. Et ce débat est très intéressant. Au fait que le besoin même au développement même de l'Afrique, c'est ça, la technologie.
la capacité à trouver des solutions à la production de ce que nous consommons. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu tout ce qu'on consomme ici en Afrique, on n'en produit même pas 10%. Et tant qu'on ne pourra pas se donner les moyens de produire ce qu'on consomme en Afrique, je parle de tout ce qu'on consomme en général, hein, que ce soit alimentaire, des consommations de biens, des voitures, des télévisions, des climatiseurs et tout ça, tant qu'il n'y aura pas une politique gouvernementale pour pousser les jeunes à chercher à produire, ça sera un peu difficile qu'on puisse arriver quand même au développement souhaité. Moi, je pense que c'est ça même. Le gouvernement devait essayer de mettre des politiques en place pour encourager des jeunes. Il y a des jeunes qui ont des facultés à créer des choses. Il y a des intelligences. Il faut former beaucoup d'ingénieurs. Je vous donne un exemple simple. L'Iran que vous voyez comme ça, c'est un pays qui est sous embargo depuis des décennies. Mais l'Iran aujourd'hui est le pays où qui a formé beaucoup d'ingénieurs dans tous les domaines. De sorte qu'ils arrivent à produire ce dont ils ont besoin en Iran. Donc malgré l'embargo, ils arrivent quand même à tenir. Je pense que c'est sur cette politique-là que nos dirigeants africains, en fait, devaient se baser. Essayer de mettre en place des initiatives pour encourager les gens à créer des choses, à trouver des solutions à nos besoins, par nous-mêmes. Parce que la technologie, ça se transfère pas, ça s'acquiert. Les Blancs vont pas prendre sur un plateau d'or les technologies pour nous envoyer. Parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce que nous, on se développe comme la Chine. Aujourd'hui, si l'Afrique arrive à produire tout ce dont on a besoin, est-ce qu'on va importer des voitures Renault? Est-ce qu'on va importer des BMW? Est-ce qu'on va aller acheter des frigos, des climatiseurs ailleurs? On va consommer ce que nos ingénieurs, notre jeunesse a produit. Donc je pense que c'est sur ça, en fait, on devait essayer de baser la politique de développement du pays. Mais il y a un préalable à ça, et c'est ce que le pouvoir aujourd'hui en place, je pense qu'ils ont déjà fait, parce que il y a les infrastructures qui sont très importantes. C'est vrai que les gens négligent les infrastructures, mais les infrastructures sont très importantes pour le développement d'un pays. Parce que tu peux avoir besoin d'une matière, peut-être pour faire quelque chose à Abidjan. Mais si cette matière-là se trouve à l'intérieur du pays, qu'il n'y a pas de route pour aller le prendre pour venir, tu fais comment? Donc il y a tout ça qui est très important. Donc je pense que déjà au niveau des infrastructures, il y a beaucoup qui ont été faits. Ça, je pense que ces infrastructures-là peuvent ouvrir la voie maintenant à un autre programme, à une phase 2 qui va être la formation des ingénieurs, la stimulation des créateurs, des créations, de tous ceux qui peuvent trouver quelque chose à mettre à la disposition du pays. Donc c'était un peu ce que je voulais dire. Et puis je pense que vraiment les politiques vont écouter ça aussi. Merci beaucoup, monsieur, pour votre analyse. John, laisse-moi finir alors. Moi, je voulais interagir face aux propos aussi de Kwasi, parce qu'il a passé tout le temps à peindre la Côte d'Ivoire en noir, et moi, je ne suis pas très d'accord. Moi, je dis, bon, honnêtement, moi, je suis pro-libéral. Moi, je crois aux infrastructures. Pour moi, c'est les infrastructures qui précèdent le développement. Si les moutons vont brouter là où l'herbe est verte, c'est que l'homme, il veut vivre dans un bon cadre. Là où il y a la vie, c'est là l'homme peut vivre. Moi, j'ai dit encore, il a parlé de la cherté de l'école. Mais quand on regarde, moi, je fais la parallèle, on regarde aux États-Unis. Mais les universités américaines, certes, la qualité y est, mais les coûts aussi sont très chers. On a vu aux États-Unis comment le Black Power, les Noirs, que ce soit 50 Cent, que ce soit Jordan, que ce soit tous les grands basketteurs qui donnent de l'argent pour financer l'intelligence noire, qui cotisent même pour acheter des bourses pour pouvoir essayer d'équilibrer l'intelligentsia. Maintenant, lui,
ils trouvent que pour la Côte d'Ivoire, c'est toujours cher. L'école est toujours chère en Côte d'Ivoire, alors que c'est le même problème dans le monde. L'école est toujours chère partout. On a vu Barack Obama, quand il a accédé à la Maison Blanche, il n'avait pas encore fini de rembourser, comment on appelle ça, ses arriérés scolaires, si je peux me permettre de le dire. Maintenant, on va parler concernant les champions nationaux. On va prendre les Russes, les oligarches russes. Mais eux, ça a été réfléchi depuis l'URSS. Il nous apprend que Japon doit au Japon. Mais Japon, c'est une vieille puissance. Le Japon a colonisé la Chine. La Côte d'Ivoire, c'est 1960. On a acquis notre indépendance, même s'il y a. Il a appelé, ouais, on n'offre pas au niveau des appels d'offres, c'est caduc, il n'y a pas d'Ivoirien qui répond. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est en chantier. Moi, je ne crois pas que si lui, il a son entreprise et qu'il peut faire, il peut venir construire, que ce soit un hôpital, et qu'il a le budget, que le plan il est bon, la situation géographique le permet, je ne crois pas que le gouvernement va refuser s'il en a la capacité de financer. Le gouvernement est dans les besoins. S'il lance le projet, celui qui est capable de financer, bonne arrivée, welcome in Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, j'ai bien écouté Thiam. Moi, j'aime toujours tous les discours de Thiam, je prête l'oreille parce qu'il dit des choses qui sont intéressantes. Thiam, il a dit, pour avoir géré le Davos, il a dit, il n'y a aucun complot qui est contre l'Afrique noire là-bas. Ils sont intransigeants contre les pays asiatiques et face à l'Afrique. C'est le même traitement. C'est à nous de croire seulement à notre chance. C'est à nous de faire une politique pour qu'on puisse se développer. Donc, le problème, c'est d'abord nous, croyons en nous et développons-nous. C'est ce que j'avais à dire, quoi. Merci, John, pour la parole. D'accord. Moi, j'ai été un peu, comment on dit ça même, dépassé quand on nous sur le problème des États-Unis, alors qu'on a un pays comme la Côte d'Ivoire. Il n'a rien compris. Ils n'arrivent même pas à gérer des petits problèmes comme nos passeports, voilà, sécuriser nos passeports qui sont braqués n'importe où, n'importe comment. On va comparer nos problèmes à ceux des États-Unis, c'est vraiment compliqué. Parfois, on est exigeant avec la Côte d'Ivoire qui est née en 1960. Je peux me permettre. D'accord. Vous savez, pour protéger par exemple le passeport, là, on n'a pas obligé d'être né en 1900, en 1500, pour pouvoir avoir. Tu sais comment les vrais passeports sont trichés, que ce soit le passeport américain, la green card, le passeport français. Les faux le passeport ivoirien, c'est vrai. Là, je pense que ça c'est vraiment. Tu suis un niveau. Ça. La green card, comment c'est fraudé? Allah Akbar. Raphaël. Allô, Raphaël. Écoute, Raphaël. Ouais. Voilà, donc comme tu m'as fait une petite passe là. Bon, j'ai demandé pardon à John, s'il me permet. Voilà, pour juste rebondir là-dessus. Bon, en tout cas, je pense que dans ta dernière intervention, à 90%, tu es allé dans mon sens. Peut-être sans t'en rendre compte. Voilà. Parce que tu as fait des comparaisons qui n'avaient pas vraiment de raison. Mais si on veut se réduire, on veut se résumer à la Côte d'Ivoire, on a juste parlé de priorité. Je n'ai pas peint la Côte d'Ivoire en noir. En tout cas, loin de moi, cette idée de la peine en noir. Le débat était assez concis. Et sur ce point-là, j'ai donné ma position qui me dit que autant que toi, Raphaël, autant que moi, nous sommes aujourd'hui des messieurs. Donc, je pense que on peut être des ministres dans ce pays-là. Vous et moi. Vous avez une vision de votre idéal. Moi aussi, j'ai une vision aussi de mon idéal. Je parle en tant que moi-même, en tant que personne morale. En tant que personne morale. Il y a le frère Sié qui avait donné des exemples assez palpables, assez clairs. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas rebondi ce qu'il a dit. Pourtant, il était un peu dans mon sens. C'est la même chose que j'ai dit, qu'il a dit sous une autre forme, tout simplement. À quoi on donne la priorité aujourd'hui? L'école peut coûter cher. C'est normal que ça coûte cher. Ça peut même coûter 10 000 fois plus cher qu'on ne le pense. Mais est-ce que tu as l'argent pour payer? Et depuis le début, je n'arrête pas de dire de laisser l'argent dans la poche des Ivoiriens et mettre l'argent dans la poche des Ivoiriens là. Ce n'est pas compliqué. On a donné des milliers d'exemples. Que s'il y a l'argent dans nos poches là, de façon organique, même le développement va se faire. L'État ne peut pas être garant de tout à la fois. Laisser l'argent seulement dans la poche des gens. Si je viens ouvrir mon école à Soubré et que les planteurs sont des milliardaires, que je dis mon école là c'est 20 000 francs par jour, ils vont payer. Ils vont payer. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 ans de civilisation, quoi que ce soit. La seule chose, la seule priorité d'une nation, là, ce sont les valeurs des personnes qui sont sur le sol, là. Quand je dis valeurs, c'est autant intellectuel, autant moral. Et s'il y a mis la formation, j'aimerais ajouter un truc qu'on n'a pas encore dit, la santé.
S'ils peuvent manger, ils peuvent se soigner. Se soigner, c'est pas de prendre médicaments à la pharmacie. Hein. Même la pharmacopée africaine, même aussi, là. Est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'elle est développée? C'est de ça. Ce que vous consommez tous les jours, là, c'est votre première richesse d'abord. Et les infrastructures, nul ne peut dire que c'est pas bon, que c'est comme ci, c'est comme ça. J'ai même encore dit c'est bon. Mais à quel prix? Quelque chose que tu peux payer à 300 francs. Si elle a dit, au lieu d'investir dans l'éducation de ton enfant, là, tu lui payes des habits, et puis il ne fait pas bonne école, il n'est pas bien enseigné, il est assis à la maison. Bon, demain, là, qui va venir taper sa poitrine? On est sur une projection. On est sur des choses qui sont factuelles, que des résultats que tout le monde voit. Il y a du côté positif, il y a du côté négatif. Le thème était assez clair. Mais moi, je dis, de par ma position, de par ma compréhension, on est mal embarqué. Pourquoi? Parce que, au final, ceux qui ont adopté cette posture-là, aujourd'hui, je les vois. Ils sont tous dans le monde occidental et je connais les crises aujourd'hui qu'elles suivent. Même les entreprises locales sont en train de toutes délocaliser pour partir sur le marché américain. Même contre leur propre volonté, ils s'en vont. Ça veut dire qu'ils sont cette patriote, mais c'est aux États-Unis que LVMH fait son argent. Donc, LVMH va forcément aller se mettre aux États-Unis parce qu'il y a des clients là-bas, ils vendent du Vuitton, ils vendent du Gucci, ils vendent du quoi que ce soit. Ça, c'est le monde qui impose ça. C'est comme ça l'économie, c'est comme ça les relations même entre les ressources même humaines de la Terre, c'est comme ça que ça se passe. De façon, qu'on le veuille ou pas, on est tous contrôlés par cette mouvance-là qui dit qu'on doit produire, on doit consommer, on doit produire, on doit consommer. Pour le riz que nous-mêmes nous mangeons en Côte d'Ivoire, on parle de priorité, hein, on parle de priorité. En 2015, on ne vient pas me dire que j'ai fait des infrastructures, c'est tout ce que je veux que Raphaël vous compreniez. On ne vient pas dire, après 15 ans, on a fait des infrastructures. Non. J'ai même dit que quand j'étais petit, on avait déjà certaines infrastructures qu'on voyait. Aujourd'hui, ce qu'on veut, quand des États se sont bâtis en 25 ans, en 30 ans, quand tu prends la Chine là où elle était il y a 30 ans, et après en 30 ans, mais c'est pas comme ça, c'est pas la route que la Chine a pris. Soyons sérieux, c'est pas la route que la Chine a pris. Mais quand moi je vois où la France est arrivée aujourd'hui, là, c'est la route là qu'on est en train de prendre aujourd'hui. C'est que tu n'as pas aujourd'hui, tu dois prendre l'argent pour venir faire. Au lieu de chercher à toi-même le développer, à toi-même le faire. Quand tu arrives à le faire, souvent, ça va même pas durer. Souvent, c'est 10 ans, c'est 13 ans. Mais quand tu sais faire ça, là, c'est fini. Tu le produis à volonté et tu développes une expertise locale que tu peux revendre maintenant à l'extérieur. Nous, on vend quoi aujourd'hui? Après 15 ans, dites-moi ce que la Côte d'Ivoire exporte. Même dans le tertiaire, c'est encore le Bénet depuis des années qui on va dire, qui au niveau international rayonne, au niveau sous-régional rayonne un peu. Le Bénet, depuis combien d'années? Qu'est-ce qui sort aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui est prisée? Bon, peut-être notre équipe de football, ok, mais je ne veux même pas rentrer dans ça. Je parle de ce qui fait de ce qui crée, de la vraie productivité au fait des citoyens. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Le bitume, c'est bon. Je ne peins pas les choses en noir. Mais je parle en tant que personne morale responsable autant que toi. Si aujourd'hui, moi, je suis ministre ou je suis président, en tout cas, voici comment moi je pense, je vois les choses. Si tu penses que c'est mauvais, là, tu me dis clairement que c'est mauvais. Mais ne me dis pas que je suis en train de dire ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Je trouve que ce n'est pas pour moi la bonne voie et j'ai le droit de me prononcer. Et si toi, demain, on te met à une place de responsabilité, qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Tu aurais fait ce que je suis en train de te dire, que de miser tout sur l'éclosion des richesses internes, ou bien tu fais quoi? Tu manges du riz tous les jours. On peut dire que le marché du riz en Côte d'Ivoire, c'est l'exemple que je donne, représente par exemple 100 000 francs l'année. Mais tu n'as pas assez de riz, donc tu produis pour 20 000 et puis tu fais venir riz, ce sont 10 000. Tu commences pas par dire donc que le riz là, moi-même là, je vais essayer de faire de telle sorte que les 100 000 là, tout reste dans le pays ici. Tu dis non, moi je vais aller prendre encore l'argent dehors pour venir encore m'endetter et puis le riz, il y en aura contre. Mais c'est de ça qu'on est en train de parler. On va s'appeler. Cher Raphaël, c'est vraiment la situation qui est là. Et bon, comme tu as salué la maturité du panel, chacun est intervenu. Je pense que dans la courtoisie, on a réussi quand même à avancer les idées. Je ne suis pas carrément à gauche, je pense que j'ai dit. Nous tous qui sommes sur ce panel, on trouve du idéal. Mais est-ce que c'est la voie qu'on a prise? Est-ce que c'est cette voie-là aujourd'hui sur laquelle, quand vous-même vous voyez où le coût de la vie est en déphasage avec les revenus réels, on peut même payer un sac à 10 millions. Mais est-ce qu'on a 10 millions dans notre poche? C'est de ça qu'on est en train de parler. Et c'est une politique qui favorise ça. C'est une politique qui centralise et qui fait que c'est comme un entonnoir, toute la richesse nationale sort par un petit trou. Ça sort par un petit... Et en plus, c'est pas de la richesse qu'on produit. C'est la richesse qu'on est censé produire demain, qu'on est en train de consommer aujourd'hui. Et l'histoire nous dit qu'il y a des pays comme la Grèce qui ont été vendus, l'Argentine qui ont été vendus. Les gens sont venus prendre le pays comme ça, ils ont découpé. D'autres disent on ne demande pas pont. Un jour, vous allez voir que le passage de pont là,
On te dit que c'est 1000 francs, mais ça n'appartient plus à l'État. C'est une entreprise privée qui est venue prendre. Elle dit on passe dessus à 2000. Là, tu vas faire quoi? Ça ne t'appartient pas. La réalité, c'est ça, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas tes ingénieurs qui ont fait. Et à soulever le cas de l'Iran. Mais l'Iran produit plus d'ingénieurs que toute l'Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré les sanctions, ils arrivent eux-mêmes, c'est pas une bonne chose, mais à faire la bombe atomique, bien à faire des missiles, à faire des ressources locales. Mais moi, je me dis que ça, si pas que c'est le côté guerre qu'on doit ressembler, mais le côté où il y a tellement de richesses internes que personne ne peut faire malheur sur ce pays. Que personne ne peut faire malheur. Que la Russie, comme on appelle ça, le Japon est une vieille puissance. Mais elle a dominé la Chine. Aujourd'hui, la Chine est où? La Chine n'a pas dépassé le Japon. Pourquoi tu ne parles pas de cet exemple-là? En 30 ans, on arrive à être 10 fois plus que le Japon qui était une puissance qui nous a colonisés. C'est parce qu'on a décidé de prendre une route d'intérêt personnel, une voie souverainiste qui préserve le marché, qui produit d'abord ce qu'on consomme, qui développe les populations qui sont locales d'abord. Et après, là, même les Japonais sont obligés de partir produire en Chine aujourd'hui des Suzuki pour les vendre sur le marché. Parce que produire au Japon revient plus cher que produire en Chine. Ils ont dynamisé, ils ont rationalisé la chaîne de production. Tu ne peux pas produire plus cher, moins cher qu'eux. Et quand tu produis, quand c'est cher, tes populations ne peuvent pas payer parce qu'il n'y a pas l'argent dans leur poche. Si vous ne voyez pas ces modèles économiques-là qu'on peut copier, on peut copier des modèles qui ont déjà failli. C'est ça qu'on parle. C'est beau, oui, on voit. Mais nous, on dit oui, on voit, mais demain, là, ça peut être compliqué. Mais ceux qui ont fait ça, là, regardez où ils sont aujourd'hui. C'est ça qu'on parle. Merci, John, pour m'avoir laissé tuer un peu. Ok, vas-y, les gars. On va dire En fait, je voulais rebondir un peu sur ce que M. Steve a dit au niveau des infrastructures. Dit que les infrastructures ne sont pas prioritaires, je ne suis pas d'accord parce que le préalable même à un développement, même, c'est les infrastructures. Les infrastructures, quand on parle d'infrastructures, souvent les gens parlent de goudron. Les infrastructures ne se limitent pas au goudron. Il y a les écoles qu'on construit pour former les gens qui vont produire demain. Aujourd'hui, je salue les actions du gouvernement RHDP en place, notamment la création des écoles de formation technique. Je pense que c'est ce genre d'école qu'on doit multiplier, former des techniciens qui vont pouvoir, n'est-ce pas, utiliser des technologies importées pour pouvoir travailler. Mais sans les infrastructures, on ne pourra rien faire. Donc, on dit que les infrastructures se limitent seulement au goudron, parce que quand il parle d'infrastructures, il dit goudron. Les infrastructures qui ont été construites, ce n'est pas seulement des goudrons. Il y a des écoles, il y a la multiplication des universités. C'est de ça qu'il s'agit. Les universités font quoi? Ils forment des gens. Il y a des universités qui vont former des ingénieurs. Tout ça fait partie des infrastructures. Donc, dire que seulement les infrastructures ne sont pas prioritaires, moi je pense que les infrastructures sont le préalable. Et les infrastructures, que ce soit même sanitaires, les infrastructures sanitaires sont très importantes. Une population qui doit travailler, qui doit créer, doit être en bonne santé. Si la population n'a pas une bonne santé, comment elle va pouvoir réfléchir pour créer ou bien pour travailler? Donc, il faut que vous sachiez que les infrastructures sont très importantes. Pour moi, même, c'est le préalable. Avant même de commencer à parler de production, de quoi, c'est les infrastructures. Je pense que voilà, donc c'est ce que je voulais un peu ajouter. Non, cher frère, excusez-moi. Ouais. Tu sais, Ouais. il y a le résultat. Le résultat, transférer la connaissance là, c'était pas des nuls. On peut t'enseigner sur un arbre à palabre. C'est pas pour dire non que l'infrastructure ou bien la salle de classe n'est pas importante. Et peut-être, j'ai l'impression que quand tu interviens, peut-être tu as écouté des bouts de partie. J'ai soulevé ce débat là j'ai mis un accent sur ce fait là depuis longtemps. Et que les infrastructures sont importantes. Mais quand on veut se développer, si on doit mettre les choses sur place, pour moi, il y a la santé et il y a l'éducation qui sont d'abord prioritaires. Donc, si la santé a besoin d'infrastructures, là, ce type d'infrastructures-là sont importantes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Donc, une fois qu'on est dans cette lancée-là, qu'on est en train de partir là, la priorité est mise sur l'éducation, la formation avec la santé, tout ce que j'ai eu à dire. Mais en même temps, toute infrastructure qui intervient là, rentre dans ce cadre-là. Maintenant, le résultat, est-ce qu'après ces briques-là, la Côte d'Ivoire a formé autant de personnes qu'on le souhaite?
Est-ce qu'avec tous ces hôpitaux ou bien tous ces trucs-là, est-ce que le système de santé, il est accessible? Si tu m'as bien écouté, c'est de ça que je suis en train de parler. Si tu m'as bien écouté, c'est ce que je suis en train de parler. Et même encore, ces infrastructures qui sont faites là, comment elles sont faites? Est-ce que c'est des choses qui ont été faites au niveau interne ou bien on a dû solliciter de l'aide extérieure? C'est de ça que je suis en train de parler. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon, c'est pas bon. Non. Il faut bien écouter le truc en profondeur, quoi. C'est ce qui en ressort. Ce n'est pas la façade. C'est pas parce qu'on a construit 10 classes qu'on a une bonne éducation. C'est pas parce que les enfants sont bien habillés qu'ils sont heureux dans leur maison. Non. Le bien-être là. Il y a un monsieur qui disait tout à l'heure que non, tout le monde aspire à vivre dans une bonne maison. Non, tout le monde aspire à être heureux. Il faut que tu rectifies ça. Tout le monde ne veut pas être dans une grosse maison. Moi, la maison où moi je vis là, je me sens malheureux dedans. Il y a blic autour de moi. Je suis dans un immeuble au deuxième. Il y a lumière dans le plafond. Tout ça, ça chauffe ma tête. Quand il va au village comme ça, je suis l'homme le plus heureux. Tout ce à quoi l'homme aspire là, c'est d'être heureux. Le goudron là, c'est une culture, c'est une nécessité. Mais sinon, on peut rouler sur la terre aussi. Si tu es content de rouler dessus, il n'y a pas de problème. Si tu penses que sur le goudron, tu roules dessus, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde, le seul truc qui est indiscutable, là, c'est est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens heureux? Ou bien est-ce que tu as le bien-être? C'est ce qu'on demande à tout un chacun. Et le bien-être, là, il est mental, il est psychologique, il est à tous les niveaux. Tu as l'argent dans ta poche, tu te soignes, tu manges bien, et ainsi de suite. Mais on n'a pas attendu le goudron pour donner ça à l'être humain. C'est pas le goudron qui donne ça à l'être humain. Non, non, non. C'est pas la salle de classe qui donne ça à l'être humain. Il y a des gens qui étaient éduqués sans salle de classe. Donc, c'est ce que je voulais rajouter sur le beau. Je comprends exactement. Excusez. Je comprends exactement ce que tu dis. Normalement, c'est normal. C'est parce que il faut former les gens. Mais moi, ce que je voulais préciser par rapport à ce que tu as dit, c'est que les gens qu'on forme, les écoles qu'on construit, tous ceux qui vont à l'école, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qu'on a formés? C'est ça le problème. Et c'est l'utilisation de ces gens qu'on a formés là qui pose le problème dans nos pays africains. Excuse-moi rapidement, voilà. Ce que je voulais dire déjà, en Côte d'Ivoire, les infrastructures là, c'est comment on dit ça même? C'est comme je dis, j'ai mis là, c'est un mirage. On te parle des universités construites, mais qu'est-ce que les gens apprennent là-bas? Les étudiants qui passent 8 de moyenne, aujourd'hui là, quand tu prends les écoles qu'ils ont multipliées, on prend un lycée, il y a 3 bâtiments. On dit, bon, ça, c'est le bâtiment là, c'est le lycée 1. Le bâtiment là, c'est le lycée 2. C'est ce qu'on appelle multiplier les lycées. Aujourd'hui, qu'est-ce que les élèves apprennent? Il n'y a pratiquement pas il y a pratiquement pas de, comment on appelle, de professeurs de maths. C'est ça que j'appelle l'infrastructure là. Et non, maintenant, les hôpitaux là, on n'en parle pas. Allez-y, comment on appelle. Malheureusement, c'est difficile d'avoir des rapports. Avant même, je dis, moi c'est que. Moi, je veux poser une question. Juste une question. Mais j'avais fini, je veux poser une question, vas-y. Quel est le baromètre qui vous permet de dire que les élèves, ces gens-là ne sont pas bien formés, ou bien c'est juste des murs qu'on a mis? Quel est le baromètre qui vous permet de dire ça? Mais déjà, quand les élèves là, quand ils sont embauchés, dans les. Bon, moi, je n'aime pas prendre des exemples qui ne sont pas malheureusement dans les articles ou bien dans les rapports. Donc je vais laisser tomber les entreprises qui se plaignent malheureusement des étudiants qui sortent de l'université. Je vais laisser ça. Par exemple, on a des universités qui ne sont pas classées. Que sont en Afrique, on est seulement classé parmi les entreprises, on a seulement un classement dans les pays francophones, d'Afrique francophone, alors que ce n'est pas les pays les mieux, comme on dit ça même. Mieux représentatif. Voilà, merci. Dans ce domaine-là, tu vois. Pour la santé, il y a bon, la santé, il n'y a pas trop de rapport, mais franchement, ça c'est plus. On va dire. Vous avez un peu de difficulté à. Mais si tu ne me laisses pas parler. Non, il n'y a pas. Si tu ne me laisses pas parler, il y a vous-même, il y a quoi? Laisse-moi parler. Ah, fini les difficultés. Je m'excuse. C'est parce que je fais un tri dans les arguments que je cherche. Je ne vais pas te dire, par exemple, que tu vas au CHU de Cocody là, il n'y a pas de la trine propre. Mon vieux, l'année passée, il est décédé aux urgences de Cocody.
Il y a pas de... C'est quand tu vas aux urgences, tu vas dans les toilettes des urgences, on te dit non, va verser l'urine de ton malade. Quand tu t'en vas là, mais tu peux pas. Comment tu vas aller, quelqu'un aux urgences, il va aller là-bas, puis il va ressortir vivant. Dès que tu arrives, on fait une expérience tout de suite. Tu rentres dans le chute de crocodile là. Première des choses qu'on va te dire avant de dire bonjour, c'est il n'y a pas place. Tout de suite, on fait une expérience. Jonathan, j'ai le baromètre. D'aller, comment on appelle, au chute de crocodile. La première des choses que les médecins vont te sortir, pas les médecins, ceux qui vont t'accueillir là, c'est il n'y a pas place. Même quand je veux dire, on prend ton patient malade, en charge, pardon, c'est des heures après. Moi, j'étais surpris qu'en Côte d'Ivoire, je vous assure, parce que la plupart du temps, je veux dire, des personnes que j'ai accompagnées ces temps-ci, c'était au CHU. Il y a eu ma grand-mère, il y a eu mon père, il y a eu ma mère, il y a eu... Quand ces temps-ci, c'est vraiment dans... Il y a des baromètres même. Il y a des baromètres. D'accord, je vais finir avec le chute de crocodile là. Mais, frère, tu vas dans une clinique privée, tu vas au plus tard dans 1 heure, tu sors de là-bas, tu as ton ordonnance, tout. Tu vas aller au CHU, tu es capable d'arriver là-bas à 17h, ils vont te recevoir à 22h, 23h. Tu vas aller au CHU, tu vas à 10h, à 18h, à 15h. Va voir les salles d'attente au CHU, les gens ont mis pagne, ils sont couchés à même le sol. C'est parce que c'est interdit d'aller filmer dans le CHU, c'est interdit de faire des reportages là-bas. Les gens sont couchés à même le sol, dans les salles d'attente là. Et eux, les malades. Donc, tu me dis que, je sais pas, à Cocody, on n'est pas, je te dis pas qu'on est à Daloa, là, à l'épée ou bien quelque part reculé. On a Cocody où le président de la République vit. Capitale économique. Bon, pour, comment on dit ça même? Comment on dit ça? Pardon. La CEMI. Il y a la CEMI, il y a un rapport qui est sorti. Human Dignity. Bon, excuse-moi, j'ai pas l'accent anglais. Il dit que la CEMI, il y a beaucoup de comment on appelle, d'améliorations à apporter. Il y a énormément d'améliorations à apporter. La couverture, ce que la CEMI prend en charge là, ils doivent élargir ça. Ils doivent élargir la couverture de la CEMI. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.